Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier remake ou reboot, c'est comme vous voulez, de ma rétrospective sur Cobra. La première partie est consacrée à l'auteur et aux influences de Cobra, c'est ce que je fais d'habitude. Dans la deuxième partie, j'aborderai l'œuvre sous l'angle du papier, dans toutes ses versions, et je m'attacherai à présenter les principaux personnages et l'univers dans lequel ils évoluent. La troisième partie sera dédiée à l'animation, et il y a pas mal de choses à dire. Dans la quatrième partie, je ferai un petit tour d'horizon des différents produits dédiés, les bouquins, les jeux vidéo, un jeu de rôle, des figurines et divers goodies. Et enfin, dans la cinquième partie, je m'attacherai à vous conter en détail mes deux arcs narratifs préférés et révéler quelques différences entre la série de 1980 et le manga, notamment la fin de Dominique. Maintenant, accrochez vos ceintures, c'est parti! Né de son vrai nom Takeshi Terasawa, le petit Bushi est né le 30 mars 1955 à Asahikawa, une petite ville située sur l'île d'Hokkaido. Bon, enfin une petite ville qui compte quand même 320 000 habitants en 2023. Alors cassons tout de suite le mythe. Bushi, au début, les mangas, ça le passionne pas. En fait, il voulait plutôt être médecin à la base. Une sorte de George Clooney japonais. Il se rend compte que c'est pas trop son truc et va finalement se tourner vers les mangas. Lui qui est quand même un passionné d'animation, gardez ça pour plus tard. En même temps, il est vrai qu'en 1970, écrire une thèse médicale sur le remplacement cybernétique suite à une amputation pour soigner une petite coupure sur un bras, c'est pas terrible. Alors d'abord attiré par le pognon, il se lance dans divers concours et remporte brillamment l'un d'entre eux. C'est cette expérience enrichissante dans le sens propre du terme qui va le conforter sur la voie du mangaka. Et au début, il est très loin du style d'histoire qu'on lui connaît. Nous sommes au milieu des années 70 et Bushi, il dessine du shoujo. Ouais, ce manga destiné principalement aux jeunes filles. Bon, sauf que Bushi étant ce qu'il est, il croque des femmes légèrement vêtues et bien sûr très jolies. Vient alors une année charnière pour lui. En 1976, il débarque à Tokyo et devient l'assistant, pendant un an, du dieu des mangas, Osamu Tezuka, au sein de la société Tezuka Productions. Il travaille notamment sur Blackjack ou Phoenix, et cette rencontre est intéressante puisqu'il va améliorer son style en apprenant à mettre en forme ses histoires avec originalité et simplicité. Terasawa reconnaîtra d'ailleurs bien volontiers que sans cette expérience, Cobra n'aurait sans doute jamais existé. Dans une interview accordée au Monde en 2016, Terasawa expliqua que la suppression du superflu dans ses histoires lui vient du maître Tezuka, un peu à la manière de rédiger les célèbres haïkus. Vous savez, ces poèmes très concis, en seulement 3 vers, simples mais ultra efficaces. C'est à cette époque également qu'il obtiendra une mention honorable, en gros la 3e place, à la 13e édition du prix Tezuka organisé par la Shueisha. Sachez simplement que Bushi dira plus tard que Tezuka avait adoré son œuvre et qu'il méritait sans doute la 1re place, mais qu'il a sciemment refusé de lui accorder pour le pousser à s'améliorer et à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Je trouve l'idée plutôt jolie et typiquement dans un esprit de shonen, mais pourquoi alors la mention honorable et pas la 2e place, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Bon allez, on garde cette petite histoire quand même. Et pour ceux que cela intéresse, le manga concerné est le dystopique écologique Daishu Yo Aokonare. Dans cette courte histoire d'une 30aine de pages, la Terre est dévastée par la 3e guerre mondiale, le taux de radioactivité est énormissime, et on suit les aventures d'un trio d'humains, et notamment de Schmidt, qui ressemble beaucoup à Cobra avant son opération chirurgicale. Idem pour le personnage féminin, Jen, qui ressemble à Jane en fait. C'est aussi dans cette histoire qu'on retrouve quelque chose qu'adore faire l'auteur et qui moi me retourne un peu le cœur parfois, la Ouais, non, c'est pas exactement celle-là. En fait, Bushi adore mélanger tout et n'importe quoi. Des trucs improbables. Souvent des êtres organiques et parfois avec des composants non organiques. C'est son truc à lui. Il adore prendre des animaux et en faire quelque chose d'humain ou l'inverse. C'est très dérangeant parfois et ça pullule dans son œuvre. Et vous voyez dans cette œuvre une certaine influence de Tezuka. Rappelez-vous dans la vidéo Astro, je vous disais que Tezuka était un amoureux de la nature et mettait en garde contre les dérives de la science. C'est clairement la thématique de Daishu Yo Aokonare. Et pour finir, sur les petits clins d'œil, que dire de ce canon? Il vous fait pas un peu penser au rayon delta de Cobra? Moi quand j'ai vu cette page, j'ai même cru que c'était le bras de Schmidt au premier coup d'œil. Mais bon, en lisant l'histoire, c'est juste un gros canon. Cela étant, l'œuvre qui va vraiment préfigurer Cobra dans son élément le plus iconique, c'est Sigma 45. Histoire courte également sortie à la même époque. On y retrouve un agent de la CIA appelé Briner, qui est la copie conforme de Yul Brynner, célèbre acteur américain. Yul Brynner était un amoureux du Japon où il a séjourné dans les années 60.
Il est le héros principal des 7 mercenaires, qui n'est ni plus ni moins que le remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, transposé au Far West. Mais revenons à Sigma 45. Bryner va faire la connaissance d'un redoutable espion en la personne de Jane, encore elle, qui a dans son bras droit une arme surpuissante. Vous voyez la ref? Elle sera opposée à Hoffman, qui va vous faire penser à Ren, personnage important de l'arc Rug Ball du manga. Et encore une fois, on a le droit à des mélanges puisque c'est la thématique principale de l'histoire. Bushi nous fera également part de son goût pour les fins dramatiques et dérangeantes. L'héroïne découvrira que sa sœur a été fusionnée avec un requin. Rien que ça. Alors ce one-shot est sympa à lire, mais je lui trouve un gros défaut scénaristique quant à la révélation de l'espion Sigma 45. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et puis, Bushi va s'émanciper de Tezuka Productions et s'atteler à son plus gros succès, Space Adventure Cobra. Avant cela, il va créer son propre studio, Black Chip Studio. Black Chip Studio est à prendre à double sens. Premièrement, la jonction du noir et du mouton est très personnelle. Le mouton est le signe de l'année de sa naissance, et le noir, sa couleur préférée. Mais en outre, le mouton noir désigne quelqu'un en dehors du troupeau. Et dans le monde du manga, en dehors de la production mainstream. Et c'est clairement ce qu'est Terazawa. Un mangaka à part, un mangaka différent. Donc Cobra sort dans le numéro 45 de novembre 1978 de Shonen Jump, dans lequel on retrouve Doberman Deka d'un certain Buronson et Ring Nikakiro du jeune Masami Kurumada, pas encore connu pour son senseiya. Cela étant, si c'est sa sérialisation officielle, ce n'est pas sa première apparition, puisque comme Nicky Larson plus tard, il aura le droit à 2 épisodes pilotes, mais ça, je vous en reparle dans la partie manga. Ce qu'il faut noter, et ce qui est assez bizarre, c'est que le succès est plutôt en dents de scie. Malgré son statut culte aujourd'hui, le manga n'a pas bien fonctionné. Certaines histoires fonctionnent, d'autres non. Cobra trouve son public, mais les histoires préférées de Bushi ne sont pas forcément celles qui marchent. En plus, Terazawa aime prendre du temps pour construire ses histoires, ce qui ne va pas vraiment avec la conception d'un magazine qui joue énormément sur la tension et le cliffhanger à chaque chapitre. C'est pas son truc. Et donc, la prépublication est plutôt irrégulière comparée aux autres séries. L'auteur lui-même dira que Cobra a vraiment eu du succès avec l'arc narratif dédié au Rug Ball. Au royaume des assistants, le monde est petit, car il s'avère que Terazawa a vu passer les travaux d'un certain Tetsuo Hara, papa de Ken le survivant. Mais ils n'ont pas travaillé très longtemps ensemble, Terazawa l'orientant vers un autre auteur, sa série finissant. À partir de 1985, Bushi délaissa son blondinet de héros pour se consacrer à d'autres œuvres qui n'auront jamais le même succès, mais qui ont de grandes qualités. Même si en réalité, il s'autorisera quand même une petite saga indépendante de Cobra avec la légende du chevalier sacré. Alors d'abord, il commence avec Black Knight Bat, prépublié en 1985 dans Shonen Jump. Le manga, très court, conte l'histoire de la jeune Bat Duran, une princesse venant de Renboria. Évidemment, elle est courtement vêtue, et elle sera entourée de 4 personnages hauts en couleur. Bat Duran est un manga plutôt atypique dans un univers assez déjanté. À noter que c'est avec ce manga que Terazawa tentera la mise en couleur de ses planches assistées par ordinateur. Mais bon, couleur et série, le tout fera de toute façon un flop. Il faut dire que c'est pas facile de trouver une place entre Ken le survivant, Dragon Ball, Nicky Larson et Olive et Tom. En 1986 sort ce qui est sans doute sa seconde série à succès, Midnight A Goku. Elle est accueillie dans le magazine Comic Burger de novembre. Et elle comptera en tout 3 volumes pour 7 histoires. On suit les aventures d'un détective privé du 21e siècle qui perd un œil lors d'une enquête et se le voit remplacé par un œil bionique ayant accès à n'importe lequel des systèmes informatiques. Et comme il s'appelle Goku, il a pour arme un bateau en métal qui peut s'allonger à l'infini. Ouais, ça fait très très loin. En 1987, alors qu'il vient de fonder Terazawa Productions, sort Kabuto dans le magazine Fresh Jump de mai. C'est une histoire se déroulant dans le monde médiéval japonais avec des ninjas, manga assez peu connu au final, et succès plutôt faible. Cela étant, cela n'entache pas la réputation de Terazawa, qui est bien établie maintenant. C'est un auteur qui compte au Japon, et il sera même invité au festival d'Angoulême de 1991 pour représenter le Japon, avec des sommités comme Jiro Taniguchi. En 1988, il dévoile son premier artbooks, Cobra Girls, car Terazawa, je vous l'ai dit, c'est un amoureux de la gente féminine. Plus globalement, la place de la femme a une importance particulière, et ces histoires portent le sceau de cet amour. Tout est ultra sexualisé, les tenues sont légères et affriolantes, on se demande même comment elles font pour ne pas avoir froid. C'est d'ailleurs l'un des plus grands reproches qui est fait à son œuvre, la place de la femme. Saviez-vous que Terazawa est citoyen d'honneur de la ville de Durbuy en Belgique depuis 1996, date du festival auquel il a assisté grâce à la société d'Ibex, qui n'en était qu'à ses débuts. Étonnant.
En 1992, Terazawa se lance dans un manga unique en son genre, Takeru. Unique car après avoir visité ILM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, il découvre la puissance du Macintosh et le pouvoir d'un demi-million de couleurs. Génial pour les dégradés. Il achète du matos et crée le premier manga colorisé par ordinateur. Lui aussi, publié dans Comic Burger. Toutes les pages ne sont pas publiées en couleur, mais cette fois-ci, contrairement à Black Knight Bat, la conversion est réussie. Terazawa sortira même un ouvrage en 1994 pour présenter les techniques qu'il a utilisées. Le manga en lui-même, hormis le tour de force de la colorisation, n'a pas laissé de souvenirs impérissables. C'est encore une histoire de ninja, cette fois-ci blond comme Cobra, et avec un goût prononcé pour les vêtements rouges. Il a la faculté de matérialiser les kanji et de les projeter. Évidemment, il y a plein de jolies filles, et en couleur, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il est difficile pour un ninja affublé d'une méduse sur la tête de s'imposer, et le manga ne durera pas bien longtemps. Cela étant, pour Terazawa, c'est son œuvre la plus aboutie. Mais bon, c'est pas grave, des idées Terazawa, il y en a plein. Et il va revenir à Cobra, juste après, pour notre plus grand plaisir. En effet, en 1995, l'homme au rayon Delta revient dans de nouvelles aventures, en couleur s'il vous plaît, dans le magazine Super Jump. Et ça, je vous en reparle dans la seconde partie. Il retravaille un petit peu sur son héroïne Bat Duran et se lance dans un nouveau projet en 1998, Gun Dragon Sigma. Et de nouveau, Terazawa se veut avant-gardiste. Fini la 2D, bienvenue dans l'ère 3D. Terazawa couche sur papier de vrais gens, il met en scène une héroïne, le top modèle Yinling, en tenue super sexy, et l'officier Sigma va devoir... en fait j'ai pas trop suivi. Non, je suis beaucoup trop occupé à admirer les planches. C'est assez déroutant, hein. C'est nouveau, c'est frais, mais le problème c'est que ça marche pas et ça s'arrête assez vite au final. Il faut quand même reconnaître que c'est super joli, mais ça manque d'impression de mouvement. C'est statique. Vous savez, on a l'impression de voir ces vieux soap opéra couchés sur le papier. Hélas, la même année, on lui diagnostique une tumeur au cerveau qui va progressivement lui paralyser tout son côté gauche. Terazawa continuera de travailler avec passion jusqu'à son décès en septembre 2023 d'un infarctus du myocarde. Il réalisera une suite à Gun Dragon Sigma appelée Gun Dragon 2, sur lequel il passera énormément de temps. Et il continuera ses projets autour de Cobra avec des tas d'aventures inédites et de la recolo d'œuvres originales. La dernière histoire en date s'intitule Over the Rainbow, et comme son nom le laisse supposer, il y a une part du magicien d'Oz dedans. Démarrée à la fin des années 2010, elle a été publiée au Japon et reste encore inédite à ce jour en France. Évidemment j'en ai parlé, mais quand on est passé chez Tezuka, on en sort avec des idées plein la tête. Ce n'est donc pas étonnant si l'on retrouve des thèmes chers aux dieux des mangas dans l'œuvre de Terazawa. Le mélange technologie-nature, c'est Tezuka. Même Cobra, si vous avez été attentif à mes diverses rétros, j'ai un jour parlé de Dororo, ce manga de Tezuka, où le héros principal est une arme vivante qui cache notamment des lames dans ses bras. Évidemment, cela ne se passe pas dans le futur, donc c'est pas un rayon laser, mais vous voyez le concept. Au-delà du fond, c'est aussi la forme qui trouve son inspiration chez Tezuka. La mise en mouvement, le découpage des planches, à la fois classique et dynamique, la recherche de la simplicité dans la narration, tout cela montre l'influence du papa d'Astro. Et puis allez, petite influence du maître comme ça au passage. Regardez cet extrait. Vous l'avez? L'ordinateur musical, là? C'est un peu la même chose que ça, non? Et pour terminer, je vais... Ouais, pour moi, c'est un petit clin d'œil quand même. Bon, Terazawa est aussi fortement influencé par la culture américaine et orientale. On voit très bien l'influence western dans son œuvre. L'influence cinématographique se ressent aussi dans certaines histoires. Particulièrement Barbarella, avec Jane Fonda en petite tenue. Difficile aussi de ne pas avoir de référence à l'excellent film Rollerball quand vous lisez l'arc narratif relatif au rugball. Évidemment, Cobra étant sorti en 1978, l'aspect space opera rappelle indéniablement Star Wars sorti un an plus tôt. Par contre, il réfutera l'influence des comics américains qu'il juge trop simplistes, préférant la BD franco-belge et notamment Moebius, l'auteur de l'Incal. Et puis en traversant le Pacifique vers l'ouest, on retrouve dans son œuvre un personnage très important en la personne de Goku, une sorte de singe humanoïde muni d'un bâton et d'un nuage supersonique. Et là vous voyez très clairement l'influence de Dragon Ball. Non, je plaisante, évidemment, les deux ont la même source d'inspiration. La légende du roi singe, un vieux conte chinois. D'ailleurs, en parlant des protagonistes, ils sont, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, tirés de personnages célèbres. Bon, le plus évident, c'est Cobra, c'est Belmondo. Physiquement, le cigare à la bouche et la gouaille sans pareil, et cette influence vient directement du succès du film À bout de souffle
sorti au Japon en 1960. Film d'ailleurs extraordinaire qui symbolise la nouvelle vague du cinéma français, où l'on retrouve un Belmondo fumeur et séducteur. Terazawa dira de lui qu'il fut marqué par sa façon de soulever les jupes des femmes, ou encore de se fermer les yeux lui-même avant de mourir. Très drôle. Mais bon, Cobra c'est aussi parfois Delon. Du moins l'ancien Cobra, celui d'avant la chirurgie esthétique. D'ailleurs, Terazawa fera lui-même le parallèle entre ces deux personnages représentant pour lui les deux phases d'une même pièce, qui était le cinéma français des années 60 qu'il a connu durant son enfance. Même s'il n'avoue pas directement que l'ancien Cobra est inspiré de Delon. Et il faut dire qu'autant le caractère design du dessin animé peut nous aiguiller sur cette voie, autant celui du manga nous laisse dubitatif. Ah ouais. Oui. Y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Deloin. Delon. Non, ils disent Deloin. Ouais, Alain Deloin, c'est peut-être ça le plus plausible, effectivement. Mais bon, moi j'aime bien l'idée métaphorique. Delon, c'est le cinéma français à l'ancienne, sérieux et classe. Belmondo, c'est le renouveau qui ose, c'est Cobra. Pour en revenir aux autres personnages, l'homme de verre, Crystal Boy, en VO, est tiré de David Bowie. D'ailleurs, son nom officiel aujourd'hui est Crystal Bowie. Les trois sœurs Nelson trouvent leur source dans des actrices célèbres. Jane, c'est Jane Fonda dans son rôle de Barbarella. D'ailleurs, si vous regardez attentivement cette affiche, vous verrez une autre référence. Vous la voyez? Non? Et si je zoome un petit peu? La femme borgne, c'est Sandra, la méchante pirate de l'espace. Catherine, la seconde sœur, c'est Catherine Hepburn. À pas confondre avec Audrey, selon l'auteur. Et pas Catherine Deneuve, comme je le lis un peu trop souvent. Et la belle Dominique, la troisième, porte son nom en l'honneur de l'actrice française Dominique Sanda. Mais ce n'est pas tout. Prenez Canos, le métamorphe. En VO, il s'appelle Doc Savalas. Ça vous dit rien? Un chauve? Savalas? C'est Telly Savalas, Kojak. En plus, la VF a eu la bonne idée de le faire doubler par le même comédien. Cette créature est enfin punie pour ses crimes. Bravo. Je me suis mal exprimé. Enfin, s'il a une forte odeur de gaz lacrymogène, qu'on nous le dise, hein, c'est entendu? Le regretté et talentueux Henry Djanik. Quant à Armanoïde, il n'y a pas un robot célèbre qui lui ressemble étrangement. Mais non, pas lui, c'est n'importe quoi, il a ni la bonne couleur ni le bon sexe. Allez, si on regarde un petit peu du côté de l'année 1927, Fritz Lang, ça vous dit quelque chose? Metropolis, bon, même si la version métallique du robot n'apparaît pas très longtemps, la ressemblance est quand même saisissante, non? Et si l'on se tourne du côté du synopsis de base, on s'aperçoit qu'il rappelle indéniablement Total Recall, sorti certes après Cobra, mais qui a la même source, la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, sorti en 1956. Les Mille et Une Nuits sont également une source d'inspiration quand Cobra affronte un terrible génie. Bref, des références, il y en a des tonnes. D'ailleurs, à l'image de ce qu'il traduisait visuellement pour ses personnages, Cobra est un mélange. Un mélange de genre, un mélange de culture, un mélange d'influence. Et même s'il bénéficie d'une communauté de fans bien établie et qu'il est devenu une icône de la pop culture, il n'a malheureusement pas eu, à mon sens, le succès qu'il méritait. Peut-être parce que Terazawa n'a jamais voulu en faire un héros standard. Il disait lui-même qu'il voulait en faire un héros rebutant au premier abord, mais un héros quand même, une sorte de mouton noir en somme, comme le mangaka qu'il était. Et c'est pour cela qu'on l'aime, notre Cobra, tout autant que son créateur. J'en parle de temps à autre, mais Frazetta est aussi une source d'inspiration pour Cobra. Regardez ces deux illustrations de l'auteur américain. Si vous mélangez les deux, vous obtenez la deuxième image de cette planche publiée en 1978. Bon, elle sera redessinée par la suite. Je vous invite, pour plus de détails, à aller sur l'excellent site Cobra World. Mais Cobra n'est pas qu'un siphon culturel, lui aussi il inspire, lui aussi il influence, lui aussi il prête à d'autres œuvres, que ce soit de simples références ou des pans complets d'histoire. Prenez Trigun par exemple, l'excellent manga de Yasuhiro Naito, publié en 1996. Regardez son héros principal, grand, blond, tout de rouge vêtu, baragouineur évoluant dans un univers futuriste rappelant fortement le Far West, et qui, cerise sur le gâteau, se fera trancher le bras gauche par son antagoniste principal, Knives. Un vrai petit clone, non? Mais c'est pas le seul space opéra en mode Far West, hein. Vous en voyez pas un autre d'évident? Un certain Spike Spiegel dans Cowboy Bebop? Un peu quand même, non? Bon, c'est vrai, c'est pas aussi clair. Sinon, vous connaissez Ricky Star? C'est un animé sorti en 1986 et réalisé par la Toei. Il raconte l'histoire de Ricky, un jeune disposant d'une force hors du commun. Et ce garçon, il est champion d'un sport appelé le Battle Ball, qui est une sorte de baseball où il faut se taper dessus.
comme le rugball. La légende raconte aussi que Hirohiko Araki, le créateur de JoJo, s'est inspiré de Cobra pour créer le personnage de All Horse dans l'arc narratif Stardust Crusader. Et oui, il y a un petit air quand même, hein. Cowboy blondinet, la clope au bec. Et puis le monde de la pop culture réserve quelques petits délires, comme par exemple dans la série Sergeant Kororo de 2004, où les héros affrontent des extraterrestres disposant d'un corps d'humain avec une tête de cobra et un canon à la place du bras gauche. Rien que ça. Pour finir, je dirais quelques mots sur le projet de film live. De temps à autre, Bushi réfléchit à une version live de son manga. Il pensait idéalement à Jean-Paul Belmondo, hein. Bon, sauf que dans les années 2000, notre bébel n'est plus trop en forme. Et il a aussi pensé à Hugh Jackman, mais son rôle de Wolverine casse un peu l'idée. Cela étant, tout cela relevait encore un peu de l'ordre du fantasme. Et puis un jour, la France tremble d'excitation. En 2010, Alexandre Aja, réalisateur de l'excellent remake La Colline à des yeux, et du délirant Piranha 3D, obtient les droits d'adaptation. Et en ce qui me concerne, la seule image que l'on découvre, celle-ci, oui, me rend dingue. On apprend que le film doit être basé sur l'âme absolue, c'est-à-dire l'arc iconique autour du réveil de Cobra et des 3 sœurs Nelson, et on s'attend vraiment à du lourd. En plus, Aja est un fan absolu et un très bon réalisateur, ça peut donner quelque chose de sympa. Il entame donc une collecte de fonds car un space opéra ça coûte très cher, il faut des producteurs. Le hic, c'est que les plus gros sont américains et que Cobra, il est pas très connu là-bas. Aja dira lui-même au Comic Con de 2014 que son budget est évalué entre 130 et 150 millions de dollars. C'est énorme. Et donc il nécessite une méga star pour verrouiller quelques entrées et attirer du monde dans les salles. Une rumeur annonçait même Bradley Cooper à l'époque. Mais bon, Aja avance bien sur le projet, du moins c'est ce qu'il dit, mais 2 événements vont venir torpiller son rêve. D'abord, l'entreprise partie prenante du projet, Lionsgate, change de direction et estime le film trop cher. Beaucoup trop cher. En plus, 2 gros space opéras viennent encombrer le calendrier des sorties pour plusieurs années. Star Wars avec la nouvelle trilogie et Les Gardiens de la Galaxie. Il n'en fallait pas plus pour que le réalisateur français annonce la fin en 2018. Et vous savez quoi ? Cobra, ce n'est pas toujours des fins heureuses. Alors, c'est sur ces dernières paroles, pleines d'émotion et de mélancolie, que je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la rétrospective. En attendant, prenez soin de vous. Salut tout le monde et bienvenue pour la deuxième partie dédiée à Cobra. Et si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez que dans la première partie, je vous ai dit que Cobra était sorti pour la première fois en novembre 1978. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que les lecteurs de Shonen Jump ont eu le droit à un épisode pilote en août de la même année, intitulé Ogo no Otoko, l'homme d'or, qui met en scène l'homme de verre. Finalement, l'histoire sera reprise et publiée dans la série en juin 1979. Et l'homme de verre sera lui remplacé par Joe Hammerbolt. Mais ce n'est pas tout. Un autre épisode pilote est sorti en avril 1978. Mais là, c'est très difficile de trouver des images. Sachez simplement que l'histoire tourne autour du Psychogun, qui sera de toute façon republié plus tard. À l'image de son personnage, la série Cobra a vécu plusieurs vies. Les gens de ma génération l'ont connu au travers du dessin animé des années 80, tiré du manga sorti pour la première fois dans le Shonen Jump numéro 45 du 6 novembre 1978. Oui, on le voit dans le petit carré sur le côté. Et vous remarquerez que sa tenue d'origine n'est pas rouge, mais plutôt mauve. Le rouge n'apparaissant que sur la couverture du Shonen Jump de décembre. Il fera ensuite l'objet d'une édition en volume de 1979 à 1985. 18 volumes seront alors édités. D'autres éditions suivront, notons celle de 95 qui intègre la dernière aventure de Cobra, Legend of Holy Knight. Bon, jusque-là c'est simple. Ça se complique à partir du moment où Terazawa reprend son personnage en 1995. Il reprend les histoires, en colorise certaines, ou en invente de nouvelles. Je délaisse volontairement les éditions japonaises pour me concentrer sur les éditions françaises. Donc en 1998, Dynamic Vision, label manga de la société belge d'Ibex, je vous en ai déjà parlé, très attaché à Terazawa, publie la première version francophone en 20 volumes, qui se lisait alors à l'époque dans le sens occidental. La qualité est plutôt correcte. En 2006, c'est Taifu Comics qui s'y colle avec 4 box de 5 volumes chacun, 15€ par box. C'est pas cher, et le prix explique le fait que c'est plus petit et que la qualité du papier est contestable. C'est l'édition que j'ai, et le sens de lecture originale est conservé. En 2008, Taifu Comics sort une édition de luxe avec des pages en couleur sur papier glacé et quelques histoires bonus, hors Cobra notamment celles qui lui ont servi de base et dont je parle dans la première partie de cette rétro. L'édition est centrée sur l'arc narratif
l'arme absolue. Enfin, la dernière édition de l'œuvre originale est le fruit du travail de l'éditeur Black Box, 12 volumes, plutôt grand format, avec les planches de couleur originales. L'édition est plutôt propre et soignée, la traduction est plus incertaine parfois, mais cela reste, sans doute, la meilleure édition de l'œuvre originale. À côté de ces éditions traditionnelles, la France bénéficiera des éditions couleur et des nouvelles aventures de Cobra. C'est Taifu Comics qui s'y colle entre 2007 et 2012, 17 numéros en tout, avec réutilisation des noms d'origine. Fini donc Armanoid, bonjour Lady. Et enfin, Isan Manga s'est lancé dans un projet très luxueux autour de la franchise, avec une reprise de Cobra en couleur. C'est magnifique, mais cela a un prix. 30 € le volume, mais c'est vraiment du super boulot. La collection est somptueuse et compte actuellement 17 volumes. À noter que les 2 derniers volumes dédiés à Salamandar ont été colorisés par le maître et sont exclusifs à la France. Ils ne sont pas sortis au Japon, du moins selon Isan Manga, je ne suis pas allé vérifier. Le souci de ces 2 éditions, c'est que les publications sont dans un ordre différent de l'original. Le plus frappant concerne le sort de Dominique. C'est dans l'arc Salamandar, le dernier, qu'elle meurt. Or, le tome 10 de l'édition Isan Manga met en scène l'épisode Golden Gate où Cobra rencontre une femme qui ressemble fortement à la défunte Dominique. Donc quand on lit le tome 16, il faut se dire que cela se passe avant le tome 10. Et puis Dominique réapparaît dans le tome 14 sur le Rock Ball. Et que dire du tome 1, le Psychogun, où Cobra rêve des 3 sœurs royales qui sont mortes. En fait, l'édition alterne les nouveaux arcs narratifs se passant après la première série et les anciens arcs narratifs mélangés. Il faut prendre cela comme une anthologie avec des histoires indépendantes les unes des autres à lire dans le désordre. Ce serait bien qu'un jour on ait une édition qui reprend l'intégrale dans l'ordre chronologique, ce serait quand même plus simple. Donc se retrouver dans tout cela n'est pas chose facile car vous avez des histoires non rééditées dans la version noir et blanc de base et vous avez des histoires inédites dans les versions couleur. Donc finalement 2 éditions de Cobra avec des redondances et des choses inédites dans l'une et l'autre. À ce sujet, je vous invite à aller consulter l'excellent site cobraworld.fr qui vous donne un tableau récapitulatif super bien foutu de toutes ces éditions et des histoires que l'on peut retrouver. C'est vraiment du super boulot. Notez que les 2 éditions couleur comportent le même nombre de numéros, mais qu'il reste néanmoins une histoire non publiée chez nous, Over the Rainbow. Entrons maintenant dans le vif du sujet, je précise néanmoins que j'utiliserai les noms d'origine et que je risque aussi de vous spoiler un peu. Alors pour présenter l'univers 0, je tiens à préciser que je vais m'appuyer sur l'excellent travail réalisé dans le cadre de l'élaboration du jeu de rôle, dont je parlerai dans la partie 4, complété par des informations issues du site de référence Cobra World, et de mon appréciation personnelle. Donc l'univers né il y a 15 milliards d'années, le 25 avril, c'était un mardi, et il était 2h10 du matin. 6 milliards d'années plus tard, la première galaxie est créée, puis la seconde, puis la troisième, et c'est ainsi jusqu'à 7, il y a 7 milliards d'années. La première galaxie voit la naissance du peuple des anciens qui commence à explorer l'univers il y a 5 milliards d'années. Et ils vont s'établir sur notre bonne vieille Mars, 500 millions d'années plus tard, au moment où notre système solaire naît. Et puis les anciens vont s'occuper de la Terre, et la terraformer, pour que puisse apparaître la vie. Ils dirigent ensuite la tour de Babel sur la planète Zados. Je vous le balance comme ça parce qu'on en reparlera plus tard. Ce n'est pas la seule tour de Babel que les anciens ont créée, mais celle-ci a une importance particulière. Comme toute bonne civilisation très avancée, ils vont finir par se taper dessus et ils vont créer les premiers armaroïdes, c'est-à-dire des robots de combat intelligents dotés d'un corps en métal vivant. Et dans la foulée, ils utilisent sur Zados l'arme suprême, ce que vous voyez dans l'arc narratif sur les sœurs tatouées et le dernier combat face à Sandra. Ça se passe sur Zados. Et puis dans ce conflit, ils arrivent à créer l'armaroïde parfait, Black Sword Zero, j'en reparlerai. Les anciens finissent par se détruire les uns les autres, Black Sword Zero survit, mais reste coincé sur Mars, Endgame et naissance de l'univers 0. Concernant les humains, il faudra attendre un petit peu avant qu'ils puissent voyager dans l'espace. Gargarine, Armstrong, tout ça, mais après. Et ben après, en 1997, la mission Mars Pathfinder permet de découvrir des vestiges des anciens sur la planète Mars. Les humains développent le voyage spatial dans les années 2000, bon de toute évidence dans une autre réalité, car on les voit pas encore faire ça, et en 2029, c'est-à-dire dans 6 ans, l'homme entre en contact avec un alien, puis la Terre commence à s'étendre dans le système solaire et à terraformer les autres planètes. Elle mettra près de 500 ans pour le faire. Dans la même timeline, il découvre que l'univers est géré par la Fédération des Galaxies Unies, et la Terre l'intègre, mais à condition d'unifier ses gouvernements et d'apprendre la langue universelle de l'espace. Ce qui n'est pas facile à faire, ça prendra un peu de temps, je vous le cache pas. Tout cela mène les humains à comprendre les grands mystères de ce monde. Ils découvrent que les anciens ont laissé des vestiges un peu partout dans l'univers et beaucoup sur Terre. Les pyramides d'Égypte, c'est eux. Eh bien oui, vous avez vu la même chose sur Zados, Stonehenge, c'est encore eux. Nazca, toujours eux, il y a même une planète qui porte son nom. Et puis ce pictogramme mystique. Ah non, ça c'est un dessin de mon chien, je sais pas ce qu'il fout là. Bon bref, ils sont partout.
Quant aux humains, ils vont s'étendre dans l'univers et s'établir sur la plupart des planètes connues en fonction de leurs intentions. Par la même occasion, ils vont découvrir que certaines planètes n'ont pas adhéré à la Fédération comme eux, c'est le cas par exemple de Zados. Et il vaut mieux éviter d'y aller dans la mesure où la police de l'espace n'est pas trop en mesure d'y faire régner l'ordre. C'est dans cet environnement, vers les années 3000, que débute notre histoire. Donc notre histoire débute avec Johnson, un modeste employé de bureau qui s'ennuie dans sa vie. Alors si vous avez connu Cobra avec la dernière édition couleur récente, cette histoire elle vous dira rien. En effet, elle n'existe que dans le manga d'origine. Donc Johnson s'ennuie à mourir et décide de suivre les conseils de son robot domestique, à savoir utiliser ses quelques crédits pour s'offrir un rêve virtuel. Il rêve alors qu'il est Cobra, le pirate de l'espace, recherché par la police intergalactique, mais aussi par la terrible guilde des pirates. Il dispose dans son bras gauche d'une arme surpuissante, le Psychogun. Rentrant chez lui, Johnson croise alors Long John, un pirate vu dans son rêve. Sentant sa vie menacée, Johnson utilise son bras gauche de manière complètement inconsciente et tue le pirate. Il se précipite alors chez lui, découvre que son robot est en fait sa partenaire, Lady, et finalement, il recouvre la mémoire. Allez, je le replace ici, mais évidemment, ce synopsis vous rappelle celui de Total Recall, l'excellent film de Paul Verhoeven avec Schwarzy, lui-même tiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, auteur de SF américain, intitulée Souvenirs à vendre. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous spoiler un peu l'histoire, car si le principe des souvenirs effacés est la base, la fin diffère complètement. En fait, dans la nouvelle, on découvre que le héros, après moult péripéties, veut se faire implémenter un nouveau souvenir précisant que des extraterrestres l'ont scanné à ses 9 ans, et que tant qu'il vivra, ils n'envahiront pas la Terre. Or, il s'avère qu'en voulant lui implanter ce souvenir, on découvre que ce n'est pas un fantasme de sa part, mais c'est en fait la réalité. Après cette aventure, Cobra se lance dans l'un des arcs narratifs les plus connus, celui des 3 sœurs tatouées. Il va rencontrer d'abord Jane, puis Catherine, et enfin Dominique. Terasawa installe donc une construction narrative qu'il aime bien utiliser, un fil rouge avec l'histoire autour des tatouages, et des histoires plus courtes intercalées. Par exemple, celle des Sodes, ce peuple dont les membres sont en réalité des épées. L'histoire est absolument géniale. S'en suivra plusieurs histoires plus ou moins intéressantes jusqu'à celle tournant autour du Psychogun qui nous permet de comprendre le fonctionnement de l'arme ultime de notre héros. Il existe même une histoire où il remonte le temps. Au total, c'est une trentaine d'arcs narratifs qui se suivent, avec parfois des histoires un peu plus longues, comme par exemple la déesse de Sid, qui est sans doute la plus connue après celle des filles tatouées et le Rugball. C'est dans la déesse de Sid, par exemple, que Cobra affronte le terrible Salamandar, le boss des pirates de l'espace. Et l'histoire commence très mal pour les amoureux de Dominique, puisque celle-ci se fait assassiner par un ripou à la solde de Salamandar, Dauber. Et quand j'ai lu cette histoire, la fin de Dominique était traumatisante. Cobra découvrait qu'elle avait toute la peau du doigt arrachée, collée à la fenêtre. Vraiment horrible. Notre Cobra étant vénère, il part affronter Dauber qui dispose d'une arme terrible dans son bras droit. L'homme au Psychogun réussit à s'en débarrasser et apprend que le chef des pirates de l'espace est derrière tout cela. Il décide alors de faire appel à 3 de ses anciens amis pour partir en guerre. Doc Savalas qui dispose de la capacité à se transformer pour prendre la tête de n'importe qui, Pumpkin, le colosse ultra balèze, et mon préféré, Bud, qui dispose de sens ultra développés et qui peut voler. La bande des 4 imagine alors un stratagème pour tuer Salamandar lors d'un combat de catch. Le plan réussit, du moins en apparence. Un peu plus tard, Cobra se balade et rencontre Miral Jude, la prêtresse de la religion concurrente au christianisme. Et elle ressemble pas du tout à Dominique comme dans l'animé. Dog, quant à lui, fait la connaissance d'une femme qui finit par l'assassiner en le calcinant littéralement. Ce qui fait de notre héros chauve le premier hot dog de la bande dessinée japonaise. Et puis Cobra sauve Jude d'un enlèvement perpétré par les pirates de l'espace pour lancer une guerre de religion. Terrible. Il découvre alors que Salamandar est toujours vivant, il démantèle un complot et en finit une bonne fois pour toutes avec Salamandar qui s'avérait être Adolf Hitler momifié. Bon sang, ces nazis sont vraiment partout. C'est comme ça que l'animé de 1980 finit, mais Cobra continue avec plein d'autres histoires très intéressantes que je vous laisse découvrir. Sachez que l'une d'entre elles, ma préférée, révélera son passé et son lien avec Crystal Bowie. Bon, vous en faites pas, je vous le spoilerai plus loin. J'ai une petite affection aussi pour une histoire assez peu connue qui est la course interdimensionnelle. Pas d'animé et pas de recolorisation pour celle-ci, donc difficile à connaître. Dans cette histoire, Cobra participe à une course qui va le faire voyager dans l'espace et le temps. Elle n'est pas sans incohérence, elle est plutôt sympathique à lire, surtout pour son final. Cobra rencontrera également un nouveau personnage, Secret, qui ressemble très fortement à Dominique, laissant supposer que ce sont les mêmes personnes. Les deux travaillant pour la police intergalactique. Le manga d'origine n'a jamais répondu à cette question, laissant les pauvres fans que nous sommes dans l'incertitude.
À partir de 1995, Terasawa reprend son personnage et lui invente de nouvelles aventures sans pour autant rebooter la série, même si les nouvelles rééditions ne prendront pas en compte toutes les histoires d'origine puisque la première histoire s'intitule sobrement le Psychogun. C'est une histoire finalement assez classique où Cobra affronte Joe Hammervolt. Je ne comprends pas trop le pourquoi du titre, je pensais qu'on aurait eu une histoire centrée sur le Psychogun, mais non. Cobra l'utilise beaucoup, c'est pas la question, mais ce n'est pas le centre de l'histoire. Galaxy Knights est la seconde histoire inédite et plutôt agréable à lire. On n'apprend pas énormément sur notre héros, mais on découvre qu'il n'est pas le seul à posséder une arme dans son bras. Time Drive est particulièrement intéressante puisque Terasawa revient sur le passé de Lady et Cobra va remonter le temps. On découvre alors comment Lady a obtenu son corps de métal vivant. Dans Blue Rose, Terasawa nous conte une nouvelle chasse au trésor en compagnie de la charmante Secret et il affrontera un ennemi du passé qu'il croyait mort, Dauber. Cobra retrouve Secret dans Magic Doll, cette dernière lui propose un marché, retrouver une carte indiquant la source de la magie de l'univers. S'il la trouve, son fichier sera effacé. Et les connaisseurs vont me dire, mais son fichier, il n'a pas été effacé avec l'arc du Rugball? Bah si. Mais après cela, il a fait quelques petites bêtises, troublant l'ordre public et du coup il en a un nouveau. Ce qui est quand même bien pratique pour lui confier des tâches exceptionnelles. Enfin, Terasawa s'est lancé en 2019 dans une ultime aventure, Over the Rainbow, et promettait une réponse à la question ultime, celle que tout le monde se pose. Secret est-elle Dominique? Hélas, je crois qu'il n'existe que 6 chapitres et que le regretté Bushi n'a pas pu finir son histoire. On ne saura donc jamais si Secret et Dominique sont une seule et même personne. Alors il est temps pour moi de vous présenter plus en détail les principaux personnages et on commence par Cobra bien évidemment. Cobra est un terrien d'une quarantaine d'années environ, du moins dans les dernières histoires, sa date de naissance est incertaine et susceptible de questionnement, mais dans les dernières histoires, l'action semble se situer aux alentours de l'an 3000. Il est grand, plus d'1m90 et dispose de facultés hors du commun. Il peut courir le 100 mètres en 5 secondes et soulever 500 kg. C'est un encaisseur de première et il se remet très rapidement de ses blessures. Je vous rappelle qu'il se fait transpercer par un pieu dans une de ses histoires. Il est lucide dans toute situation et peut compter sur une forte intelligence et un esprit de déduction particulièrement poussé. C'est un excellent tireur et un pilote émérite, il excelle aussi dans le combat de rue, mais bon, à côté de cela, il est potache, blagueur, dragueur et insouciant. Comme je le disais dans la Retro City Hunter, c'est une sorte de Ryo Saeba du futur, un peu moins lubrique. Mais ce qui le caractérise par-dessus tout, c'est son énergie psychique sans équivalent. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il est le seul dans l'univers à maîtriser le Psychogun, une arme terrible dont il peut contrôler la puissance et la trajectoire pour toucher sa cible sans avoir besoin de la voir. Et oui, il lui suffit simplement de la sentir. Psychiquement, pas olfactivement. C'est dans l'arc narratif L'œil de Dieu qu'on apprend que son arme de prédilection a une durée de vie d'environ une dizaine d'années. Cette arme est cachée par un bras artificiel qu'il peut propulser lorsqu'il fait le feu. Il aime également les armes anciennes puisqu'il porte à sa ceinture un Colt Python. Dans le manga, il est indiqué Python 77 Magnum, mais je vais répéter ce que j'ai expliqué dans la Retro City Hunter. Magnum, c'est un calibre de balle, c'est pas une arme. L'arme, c'est un Colt Python. Et le calibre 77 Magnum n'existe pas. C'est soit 44 Magnum, soit 357 Magnum. Donc peut-être qu'il s'agit d'un modèle spécial créé pour l'occasion. À côté de cela, Cobra dispose de plein de gadgets, notamment de cigares qui lui permettent de respirer sous l'eau. Et puis il y a le Turtle, son vaisseau de combat, capable de se transformer. On en sait finalement assez peu sur notre héros, c'est dans sa jeunesse autour de la vingtaine qu'il va affronter un être terrible, muni d'une hache, un événement qui traumatisera notre héros, puisque le barbare en question va lui trancher le bras. Cobra réussit tout de même à le vaincre et lui plantera sa propre hache dans le corps. Suite à cela, le professeur Chiranu lui greffera le célèbre Psychogun. De son côté, le barbare s'en sort, son corps est transformé et il devient Crystal Bowie. C'est après cela qu'il va rencontrer ses 3 comparses, Dog, Pumpkin et Bud. Très peu de temps après, il fait la connaissance de la princesse du royaume de Sandborn, Esmeralda, avec qui il va se lier très fortement. Hélas, la jeune femme est gravement blessée et elle sera sauvée grâce à la création d'un nouveau corps fait de métal vivant et deviendra Lady, la partenaire fidèle de Cobra. C'est à ce moment-là que leurs aventures démarrent et qu'ils vont mener la vie dure aux pirates de l'espace et à la police intergalactique. Sa tête est mise à prix, il est recherché par les 2 camps et il décide de faire de la chirurgie esthétique afin de prendre sa retraite en devenant le très commun Johnson. 3 ans plus tard, le manga démarre avec les aventures que l'on connaît. Quant à Lady, sa partenaire de toujours, je vous en ai dressé un petit aperçu. Elle a à peu près le même âge, encore que chez elle, ça n'a plus de signification, et elle est sans doute le premier véritable amour de Cobra. Encore que cela ne soit pas très clair. Elle dispose d'un corps en métal, vivant,
héritée de l'ancienne civilisation de Mars, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. En effet, je vous en ai parlé au début, nos héros croiseront le chemin du redoutable Black Sword Zero, qui dispose du même corps et qui sera finalement vaincu par Cobra avant de revenir comme les autres dans une nouvelle histoire, la dernière en l'occurrence, Over the Rainbow. Je vous ai déjà parlé de Dog, Pumpkin et Bud, mais laissez-moi vous présenter maintenant les Sœurs Royales. Jane est la première que Cobra rencontre. C'est une chasseuse de primes, hors pair, particulièrement habile. Catherine est la seconde, beaucoup moins douée pour les armes et le combat. Cobra la délivre des pirates de l'espace. Hélas, elle sera tuée mortellement d'un tir vital fatal de la part de sa sœur, Jane. Alors, sous l'emprise du terrible Tarbage, et Jane finira par succomber à son tour. Cobra rencontrera plus tard Dominique, ressemblant fortement à Jane, et ils vivront ensemble de belles aventures, avant que cette dernière ne décède également. Les 3 sœurs royales sont les filles du capitaine Nelson et possèdent toutes un tatouage qui indique l'emplacement de l'arme absolue qui s'avère être une arme pouvant s'adapter à n'importe quelle arme de l'adversaire. C'est parfait, c'est propice à une belle histoire. Évidemment, Cobra rencontrera beaucoup d'ennemis sur son chemin, et c'est compliqué de tous les citer. Aussi, j'en ai retenu particulièrement 3. Alors je ne parle pas de Salamandar, finalement assez peu exploité, et puis c'est Hitler, donc vous connaissez son histoire. Le principal antagoniste de Cobra, c'est Crystal Bowie, ou Crystal Boy, qui arrive très rapidement dans l'histoire. Il dispose d'un corps de verre quasi indestructible, et je pense même que c'est du verre sécurite. L'histoire la plus intéressante le concernant est celle des 6 héros, mais celle-là je la garde pour plus tard. Tarbage est un autre membre des Pirates de l'espace, et il est machiavélique. C'est un homme plante qui porte une armure H24 et qui a besoin de s'hydrater. Il a une capacité terrible consistant à semer une petite graine dans maman et 9 mois plus tard, c'est pas du tout ça, je suis en train de lire les cours de bio de mon fils. Alors attendez. Oui, donc voilà, donc en fait, il implante une graine dans le corps de ses victimes pour les contrôler. Ouais, c'est à peu près pareil en fait. C'est ce qu'il fait avec la jolie Jane. Hélas, cette technique est mortelle pour la victime. Joe Hammerbolt est aussi un pirate de l'espace, propriétaire d'un casino, et il a des fulguropoints. Bon, c'est pas exactement ça, et puis les experts diront que c'est plutôt du météo punch. Ok. Mais c'est pas loin finalement de Goldorak, hein. Il peut d'ailleurs, une fois qu'ils sont lancés, les contrôler à distance. Et ça, je crois que Goldorak, il sait pas faire. Ce sont les 3 qui m'ont marqué, tous issus de la première série, mais il y en a d'autres. Sandra, Jason, Queen, le terrible Gilos, Papillon, et la plupart sont ultra originaux. Évidemment, quand je fais une vidéo sur un manga, c'est parce que je l'aime bien, donc mon avis est fortement biaisé. Cela étant, lire Cobra est toujours très plaisant. Le style est certes très simple et épuré, mais il n'est pas simpliste pour autant. Il est au service de l'histoire, et se veut aussi clair que complet. En outre, l'œuvre comporte des cases vraiment magnifiques, comme celle où Dominique se fait agresser. Et puis l'auteur aime distiller une imagerie visuellement forte, qui plante tout de suite le décor. J'aime, on est complètement dépaysé. Par exemple, j'adore cette planche où l'on voit 2 vilains débarquer formant un crâne. Visuellement, c'est réussi. Cela étant, je préfère quand même les versions premières, les versions noir et blanc, que les nouvelles versions couleur. Je ne suis pas fan du travail assisté par ordinateur, même si je lui reconnais des qualités, et notamment la gestion d'une palette immense de couleurs. Vous remarquerez aussi que Terasawa apporte un soin particulier aux femmes, toutes magnifiquement dessinées, au contraire des hommes, même Cobra n'est pas spécialement beau. Du point de vue des idées et de la narration, il faut bien reconnaître aussi que le monde de Terasawa est immense et ultra diversifié. À chaque histoire, on découvre une planète, une race, une technologie différente. C'est très varié et dépaysant, alors oui, parfois c'est très capillotracté, complètement délirant. Terasawa est capable de partir dans tous les sens, et puis il ne va jamais tout de suite au bout de son intrigue. Il y a énormément de bifurcations avant d'arriver au point suivant. Il entremêle les histoires, et c'est le cas dans les plus gros arcs narratifs. Les sœurs tatouées, les 6 héros, la porte dorée, tous sont concernés. Il y a toujours des ramifications avant de conclure l'histoire principale. C'est pas le cas dans les one-shots, et dans les histoires un peu longues, il y a peut-être que le rugball qui échappe un peu à la règle, qui est très direct, mais c'est surtout dû au fait que tout se passe quasiment au même endroit. C'est une sorte de huis clos. En plus, c'est un épisode un peu spécial pour Terasawa, mais ça j'en reparlerai. Ainsi, la diversité, la construction narrative alambiquée, la répétition de twists, c'est le style de Terasawa. Ce n'est pas toujours très bon, mais en tout cas, on ne s'ennuie jamais dans ces histoires. Et c'est ça qu'il faut retenir de Cobra. Si votre seule perception de Cobra c'est le dessin animé de 82, aussi qualitatif soit-il, vous passerez à côté de beaucoup de choses et de l'essence même de ce que veut distiller l'auteur. Pour finir cette partie, je voudrais revenir sur la première série, car si la nouvelle série recolorisée d'Isan Manga permet de tout relire, malheureusement la fin des anciennes éditions nous font passer à côté d'histoires qui n'ont pas été reprises et qui n'ont pas non plus été adaptées en animé. Et il était important pour moi de les mentionner à minima. J'exclus d'emblée les 6 héros, car étant mon histoire préférée avec le rugball, une vidéo traitant uniquement des 2 est prévue. Au final, 3 histoires sont concernées, la course d'une autre dimension, les croisés de l'enfer,
la légende du chevalier sacré. La course d'une autre dimension, je vous en ai déjà un peu parlé, Cobra se lance dans une course interdimensionnelle et doit suivre un robot lapin pour repérer le bon chemin. Vous voyez la référence à Alice au pays des merveilles. Sur sa route se dresse Jason qui lui veut faire annuler la course. Sauf que cela ne se passe pas comme il veut et malgré lui, il provoque le départ de la course. Tout le monde se retrouve propulsé dans d'autres lieux, c'est l'excuse pour une course-poursuite effrénée où Cobra parcourra des mondes aussi intrigants les uns que les autres, avec des décalages temporels, et où il se rendra souvent compte que la situation du lieu où il se trouve est liée de près ou de loin à Jason, du moins pour deux d'entre eux. Alors parmi tout ça, l'histoire qui m'a marqué est celle où notre héros se retrouve confronté à des êtres difformes, mélange entre formes improbables comme aime le faire Terasawa. Il y a aussi Jason dans l'histoire, mais pour le coup il n'est pas très important, c'est juste une tortue. L'arc narratif se terminera par une ultime histoire où Cobra sauvera la fille de Jason avant d'affronter de la neige vivante. Ouais, il est balèze. Les Croisés de l'Enfer est d'une toute autre nature, et c'est dommage qu'elle ne soit plus éditée, car elle introduit le personnage de Black Sword Zero, qu'on va retrouver dans Over the Rainbow. Dans cette histoire, Cobra affronte les Croisés de l'Enfer, une terrible armée de l'espace, il est touché près du cœur dès le départ, et il doit trouver celui qui lui a tiré dessus en moins de 90 jours. Sinon, la balle coincée dans son corps explosera. C'est le prétexte à toute une série d'épreuves pour notre blondinet au cigare, et il s'en sortira fort bien jusqu'à l'arrivée du terrible Black Sword Zero, un guerrier créé par l'ancienne civilisation de Mars, particulièrement puissant, mais il en faut plus pour effrayer notre héros qui se débarrassera de Zero en 2 coups. Enfin, la légende du chevalier sacré est la dernière aventure de Cobra dans la série d'origine. Notre histoire commence avec une tentative de vol qui tourne mal, notre fumeur de cigares échoue sur une planète, balayé par un blizzard terrible, il est sauvé par une vétérinaire, Esmeralda, aucun rapport avec Lady, et cette dernière pense que Cobra est le chevalier légendaire, celui capable de redonner la liberté à son peuple martyrisé par 3 démons. Mais que nenni! Et elle finit par estimer que c'est un vulgaire criminel. Finalement, Cobra découvre qu'Esmeralda est en plus reine de son pays. Et qu'il est effectivement le chevalier légendaire qui doit ramener l'ordre dans ce beau pays qu'est Esquerpe. Ouais, c'est son nom, super original. Petite histoire sympa avec encore un twist ultime qui affectionne Terasawa. Pour l'anecdote, c'est la seule histoire où un ennemi emprisonnant Cobra a l'idée de lui retirer son psychogun, et visiblement ça a pas l'air d'être très compliqué. Salut tout le monde et bienvenue pour la 3e partie de la rétrospective Cobra dédiée aujourd'hui à l'animation. Je traiterai d'abord de la première série et de son adaptation française, puis du film, même s'il est sorti avant au Japon, et enfin, j'aborderai les OAV et la série The Animation. Ouais, je vous le dis tout de suite, Terasawa, il a pas aimé le film. En fait, le projet est lancé sans son avis ni accord, dans son dos. Il découvre l'annonce dans un magazine, rencontre les hauts décisionnaires du bazar, et décide ensemble de faire une série télé. Mais le film, lui, il le renie, l'esprit étant trop différent de son manga. Mais ça, on en parle après la série animée. Bon, on va pas se mentir, la première série est une tuerie. Elle est entièrement disponible sur YouTube, en HD, et je prends énormément de plaisir encore à la regarder. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'elle est supervisée par l'auteur qui la considère comme LA référence. Je délaisse volontairement l'histoire, j'en ai suffisamment parlé dans la partie manga, sachez simplement que tout le manga d'origine n'a pas été adapté à ce moment, à peine la moitié en réalité. Ce qui est bien dommage car il y a de très bonnes histoires. Quant aux différences entre le manga et la série, je prévois d'en faire une vidéo spéciale, donc je me lance directement dans la production de cette œuvre magnifique. Elle est donc réalisée par Osamu Tezuka qui a débuté sur Astro et qui était avant Cobra le réalisateur d'Ashita no Joe, de Rémi sans famille ou encore de Lady Oscar. Et Osamu, il travaille beaucoup avec Takeshi Yoshio et c'est très important. En plus d'avoir travaillé sur les mêmes œuvres, Takeshi a réalisé Katsai ou encore Le Roi Léo, mais le film de 1997 et non la série. C'est vous dire quand même le talent déjà présent. Le character design relève également d'une célébrité de l'animation, Akio Tsujino, issu de Mushi Productions. Il a bossé sur Astro, Le Roi Léo, Ashita no Joe, Jeux 7 et Match, Rémi sans famille, L'île au trésor. À l'image d'un Shingo Araki, il y a un style, Tsujino, qui a le grand mérite de donner beaucoup de charisme à ses personnages. Entre ses mains, Cobra est sublimé. Et tout ça, il sait très bien le faire, tout en respectant l'œuvre d'origine. Et puis il y a la musique. Elle est grandiose. La direction est assurée par Seiji Suzuki, dont vous avez déjà entendu le nom dans la rétro Astro, et la musique est composée
par Kentaro Haneda. Alors Cobra est sans doute son œuvre la plus aboutie, du moins pour moi. Mais il a fait beaucoup d'autres choses, hein, genre ça. Ou encore ça. Quant au générique, il est chanté par Yoko Maeno, mais qui est morte très jeune à l'âge de 40 ans, quelques années après Cobra. Alors avant de parler de la musique, quelques mots quand même sur le doublage japonais. Cobra est doublé par Nachi Nozawa, et c'est pas n'importe qui. Nachi Nozawa, ce n'est ni plus ni moins que la voix d'Alain Delon au cinéma. Et quand vous pensez à tout ça, vous vous dites qu'en 1980, au Japon, Cobra, c'est la tête de Belmondo avec la voix d'Alain Delon. Voilà qui est intéressant. C'est pas la classe, ça. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux que la tête de De Funès avec la voix de Bourvil, non? Je m'en fous, moi! Je m'en fous! En fait, Terasawa voulait absolument Yaseu Yamada comme seiyuu, comme doubleur, parce que c'est la voix de Belmondo. Mais finalement, cela ne s'est pas fait, et il avouera plus tard qu'il ne changerait pour rien au monde Nachi Nozawa. Mais revenons à la musique. Elle est magistrale. Tout est bon dans Cobra. Elle mélange musique des 70s, jazz avec une pointe saloon et lounge. C'est exceptionnel. Allez, je ne résiste pas pour vous faire mon petit classement habituel. C'est parti. En 3, je mets Python 77 Magnum. J'adore le rythme lent de cette musique qui va s'accélérer avec l'arrivée d'un thème beaucoup plus rapide, ultra kiffant, indiquant que Cobra est bien dans la merde. En 2, je ne résiste pas à classer Rodo Mayaku Noyami, une musique mystérieuse, limite effrayante ou du moins intrigante. Bref, une musique qui exprime le fait qu'il y a un truc pas net qui se trame. En 2 bis, je mettrais... La triche. Wouhou, de la triche! Quoi? Comment ça, je triche? J'ai mis une 4ème musique, un 2 bis. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pas pareil là. Elle dure à peine 1 minute, elle compte pas. Ok? Et puis franchement, Aku no Kuwadate, on est obligé de la mettre, non? Et enfin, ma préférée, et sans doute celle de beaucoup, c'est Shinokoshin. Magnifique, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, elle est juste magnifique. Alors, quel est selon vous le point commun entre Cobra, Albator et Gainsbourg? Alors, je sais que certains d'entre vous le savent, hein. Allez, petite aide en musique, écoutez-moi ça. Vous l'avez? Même symphonie? Eh bien, les trois empruntent le thème à la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. Cobra débarque en France le 20 février 1985 dans l'émission Kaboukadin sur Canal+. Émission illustre qui a vu passer les premières fois des séries comme Bioman, Il était une fois la vie, les mini-poufs, à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? ou encore les Transformers, j'en parlerai prochainement. Il sera ensuite diffusé la même année sur Antenne 2 dans l'émission illustre également Récréa 2. Le générique est écrit par Paul Persavon, qui n'est autre que le pseudonyme d'Antoine Decaune, qui a quand même signé des génériques assez géniaux, hein. Genre celui-là.
ou celui-là. Contre tous les dangers, c'est l'Empire des Cinq. La composition est assurée par Jacques Revaux et Jean-Pierre Bouter. Jacques Revaux a composé pour Sardou, notamment Les Lacs du Connemara, qui a fait l'actualité cette année. Marine a plongé dans un lac du Connemara. Ah, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va. Et qui me pousse à me poser cette question très importante, le générique de Cobra est-il un générique de droite? Je vous laisse réfléchir, dites-moi ça en commentaire. Quant à Jean-Pierre Bouter, lui, il a composé pour les plus grands, notamment ça. Et aussi ça. Ah, les maîtres du temps, un pur dessin animé, je vous en ai déjà parlé, et je vous en reparlerai dans une rétro, c'est promis. Et pour interpréter cette belle chanson, la production choisit Olivier Constantin, choriste de plusieurs célébrités, que vous connaissez aussi pour cette chanson. Les bandits les plus costauds tombent dans les pommes. Mais aussi pour une musique géniale qui m'a marqué, celle-ci. Et oui, playback de Gérard Lanvin dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mythique. Et franchement, j'adore le générique français de Cobra. C'était bien la preuve qu'on était capable de mettre de la qualité sur les dessins animés à une certaine époque. Le doublage de Cobra est lui aussi cultissime. Il est assuré par Jean-Claude Montalban, voix de David Duchemin dans Wingman, j'en ai déjà parlé, ou du commentateur dans l'École des Champions. Ama marque le 4e but pour son équipe et le 3e pour son compte personnel. C'est le coup du chapeau. Daniel Vol, qui double Armanoïde et Dominique, est aussi connu pour avoir doublé Raquel Welch dans L'Animal, film que j'adore. Hey, si ce n'est pas trop te demander, pour me faire plaisir, c'est de la réussir du premier coup, ok? Ou Marcy Walker pour son rôle de Eden Capwell dans Santa Barbara. Mais c'est de Cruz qu'il s'agit. Il leur a rendu suffisamment de service quand il était inspecteur. Ils n'ont pas le droit de l'abandonner comme ça. On doit le chercher, envoyer d'autres patrouilles en mer et le long des côtes. Et puis il y a plein d'autres noms que vous connaissez. Allez, citons un petit peu dans le désordre. La voix des méchants dans Nicky Larson, Maurice Sarfati, il est présent. Il joue le rôle de Monsieur Rand dans l'épisode du Rock Ball. Ah, vous êtes très fort et vous avez beaucoup d'humour. Harrison, fais passer à notre ami l'examen de passage final. Henri Djanik, la voix de Kojak, Iki et Bourriquet, qui double Canos. Bon, allez, je t'attends au bar. Quand tu me ramèneras Barbara vivante. Les innocents ne pourront jamais m'abattre. C'est sinistre. Mais c'est pas tout, il y a encore du beau monde. Tenez par exemple, le comédien qui double Tarbage. Cobra a dû être bien surpris tout à l'heure. C'est Francis Lax, la voix d'Harrison Ford et d'Optimus Prime. Si mon appareil est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? C'est drôle comment on peut se tromper, Mégatron. Et puis dans le lot, il y a aussi Michel Bedetti, la voix d'Ixor. Très clairement, le doublage français dans Cobra est très bon. Et au final, on avait un scénario sympa, un héros à gueule charismatique à la Bébel dans les années 80, une bande-son magnifique et un doublage de qualité. Et paf, succès mérité. Dommage qu'il n'y ait eu que 31 épisodes au final. Ils sont d'ailleurs tous disponibles sur YouTube en HD, je vous l'ai déjà dit. Alors c'est vrai, il a peut-être un peu vieilli si on est plus exigeant aujourd'hui, mais l'animation reste bonne et dynamique. On ne voit clairement pas les 20 minutes passer, l'œuvre est respectée dans sa globalité, et c'est du très bon travail qui met tout le monde d'accord. On ne peut pas en dire autant, hélas, du film. Saviez-vous qu'il existe un pilote à la série dédié au marché américain et scénarisé par Marv Wolfman, un grand nom des comics? Eh bien, je vous le dis, bon, je vous cache pas que je l'ai appris de la part du site Cobra World, je ne savais pas sinon. L'histoire reprend en gros l'épisode 1 sur le réveil de Cobra et la confrontation avec Hammerbolt dans l'épisode 13. C'est très rare, l'animation et le design sont assez classiques et la bande son apparemment n'est pas terrible. Au final, ce fut un échec, bon, c'est à oublier en fait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le film est sorti quelques mois avant la série, le 3 juillet 1982. Le ton y est complètement différent et particulièrement spirituel, voire même un peu gnangnan. Il mélange deux histoires, celle des sœurs tatouées pour l'introduction des trois sœurs, et celle de la porte dorée, qui n'avait pas été adaptée en animé à l'époque, mais j'y reviendrai. À la production, on retrouve un peu les mêmes personnes, Desaki à la réalisation, Sugino au character design, et c'est Haruya Yamazaki qui est sur le scénario quelque peu controversé. Mais il n'est pas le seul fautif. L'aspect très dramatique est aussi du ressort du réalisateur. Au final, je vous rappelle que Terasawa a renié ce film.
Mais bon, pas rancunier, puisque tout ce beau monde sera sur la série ensuite. D'ailleurs, au-delà de la polémique, l'équipe sur le film est d'une excellente qualité, et il a au moins pour lui de les avoir réunis. Ce qui est étrange pour nos Européens, c'est la musique. Du moins quand on connaît un peu l'histoire du film. Au Japon, elle est l'œuvre de Osamu Shoji, et en Europe, elle a été entièrement remplacée par des morceaux composés par le groupe suisse Yellow, très connu pour cette chanson. Et c'est dommage, tant l'œuvre de Shoji colle parfaitement au film, même si j'aime beaucoup les musiques de Yellow et que je trouve qu'elles s'intègrent plutôt bien à l'ambiance. Cela étant, que raconte ce film? Eh bien c'est simple, c'est l'histoire de 3 sœurs, Jane, Catherine et Dominique, filles de la reine de la planète artificielle Myrus. La légende raconte que les 3 sœurs doivent tomber amoureuses du même homme pour reprendre le contrôle de leur planète d'origine, sinon une seule doit survivre. Jane est la première des sœurs que rencontre Cobra et elle en tombe immédiatement amoureuse. Elle lui demande alors de sauver Catherine, qui est aux mains de Crystal Boy, appelé dans la VF Lord Necron, parce qu'il règne sur les morts. Necron, mort. Sauf que voilà, Catherine est déjà amoureuse de Crystal Boy, qui veut en faire la seule et unique reine de Myrus, pour l'utiliser comme arme de destruction massive, en la projetant contre un autre système. Il détruira ainsi la 7ème galaxie, faisant des millions de morts qu'il pourra contrôler, car lui-même est mort. C'est un peu différent en VO. Donc Jane se fait assassiner, et Cobra part à la recherche de Dominique, qu'il retrouve auprès de rebelles, menés par Sandra, la femme borgne. Lord Necron les repère, et tue tout le monde, y compris Dominique. Pas de chance pour Cobra. Sur Myrus, Catherine détourne la planète en répondant aux ordres de Lord Necron, Cobra débarque et finalement tue le grand méchant, qui pourtant était déjà mort. Mais ça, encore une fois, c'est dans la VF. Catherine est alors libérée de son emprise, et ne pouvant changer la trajectoire de la planète, se sacrifie pour la faire exploser. Voilà pour l'histoire. Donc comme vous le voyez, le scénario mélange l'histoire des sœurs Nelson et la porte dorée non adaptée en dessin animé à l'époque. Et ce qui frappe dans ce film, c'est le manque de rythme et le décalage manifeste avec le manga. Le ton est continuellement mélancolique. Cobra ne cesse de se morfondre, il est beaucoup plus triste que d'habitude, car il ne sauve au final aucune des sœurs. Bon, c'est vrai que dans le manga aussi, mais comme il y a beaucoup d'autres histoires entre chaque mort de sœur, ça passe crème. Dans le film, il enchaîne les déceptions de cette nature. Et du coup, il sombre dans la tristesse. Si vous êtes fan de la série d'origine, il y a peu de chances que vous trouviez votre compte dans ce film. Mais il reste néanmoins d'une très grande qualité artistique. Ce n'est pas un mauvais film d'animation, juste un film qui ne répond pas aux attentes des fans de Cobra. Ou du moins de ce qu'ils en attendent par rapport à la série animée. Alors le petit truc en plus qui me chagrine, c'est quand même le Psychogun. Dans le manga d'origine, le bras gauche de Cobra est un faux, et donc il se retire. Dans le film, ce n'est pas ça. L'avant-bras de Cobra se transforme et laisse apparaître le Psychogun. Et franchement, j'aime pas trop ce changement. Je le redis pour une 3e fois, mais Terasawa renie ce film, malgré le fait qu'il soit quand même crédité au scénario. Difficile donc de déterminer sa part véritablement active. Il sera bien plus responsable des animés qui suivront. En 2008-2009, 6 OAV sortent sous le simple nom Cobra The Animation, et c'est Bushi Terasawa, passionné d'animation, qui est à la réalisation. Le character design est l'œuvre de Keizo Shimizu, qui a œuvré sur la série Astro des années 80. La direction de l'animation, quant à elle, est confiée à Ipei Masui, qui a bossé sur des séries comme Naruto. Quant à la musique, elle est l'œuvre de Yoshihiro Ike, que les fans de Senseiya devraient un petit peu connaître, même s'il n'a pas œuvré pour une œuvre mémorable, puisque c'est lui qui est responsable de la BO Legend of Sanctuary. Les OAV reprennent 2 histoires nouvelles, The Psychogun et Time Drive, je vous en ai parlé dans la partie manga. The Psychogun tient sur les 4 premiers OAV et reprend fidèlement l'histoire du manga. Les plans et le design sont très soignés, c'est très propre, l'animation manque peut-être un peu de rythme, et on peut être déçu des combats un peu trop vite expédiés à mon goût, mais c'est cohérent vis-à-vis de l'œuvre papier. Je trouve néanmoins l'œuvre scénaristiquement dispensable, comme la version manga, et je lui préfère les OAV suivants, Time Drive, car ils mettent en avant l'origine d'Harmanoid, et en dit un peu plus sur sa relation avec Cobra. Time Drive est aussi une copie conforme de la version papier, et l'auteur se lance dans une intrigue temporelle qui pourra en laisser certains dubitatifs, question cohérence, mais que pour ma part j'apprécie. J'apprécie également l'origine de Lady, le peu qu'on en connaissait dans le manga de 1980, c'était qu'on avait affaire à une simple princesse, et l'OAV en fait nous montre, comme dans le manga, que c'était carrément une combattante avec un superbe tatouage. Graphiquement, c'est tout aussi soigné que le précédent, et l'ensemble est plutôt bien réalisé. Ces OAV sont vraiment dans la droite ligne de la série des années 80, et je vous les conseille très fortement. Cette série n'est plus réalisée par Bushi Terasawa directement, mais par Keizo Shimizu qui était déjà sur Time Drive. Mais bon, Bushi est quand même derrière. Globalement, l'équipe va copier le style des OAV, c'est un peu en dessous techniquement, mais ça reste très propre. 6 histoires du manga vont être adaptées.
Les épisodes 1 à 4 adaptent La Porte Dorée, l'épisode 5, La Légende des Belles Errantes, les épisodes 6 et 7, L'Ascension du Mont Mirage, l'épisode 8, Les Mandrades, l'épisode 9, Black Bullet. Toutes ces histoires, et je dis bien toutes, ont en commun d'apparaître dans le manga d'origine et de n'avoir jamais été adapté en animé. Et enfin, vous avez les épisodes 10 à 13 qui, eux, sont une adaptation d'une histoire du manga des années 2000, Galaxy Knight. C'est une sorte de retour aux sources, cette série finalement. L'arc relatif à La Porte Dorée est un copier-coller du manga. Il y a bien quelques petites scénettes originales, mais globalement c'est la même chose, même intrigue. Le 3e épisode est plutôt sympathique, c'est peut-être même le meilleur, avec un Cobra amnésique et particulièrement fidèle à l'œuvre du maître. Mais côté action, il reste un peu en dessous du reste de l'arc. Et par moments, on a même l'impression de revoir du Osamu Tezuka, le réal de la première série. C'est un bon épisode, et l'arc se conclut avec un 4e, encore une fois, très fidèle au manga. L'épisode 5 est une histoire culte. Ouais, c'est mon néologisme à moi pour une histoire à la fois cool et courte. Elle est bien réalisée, soignée, elle est belle visuellement et toujours aussi fidèle au manga. Ensuite, l'Ascension du Mont Mirage pour les épisodes 6 et 7 est une histoire que j'aime beaucoup et elle est assez originale dans son concept. C'est un petit huis clos en montagne qui suit à la lettre la version papier dans un style que Terazawa affectionne. Visuellement, ça reste très joli, mais encore une fois, la réalisation manque d'intensité et de peps. Les épisodes 8 et 9 sont tous deux des one-shots, toujours aussi fidèles au manga d'origine, et tant mieux car Les Mandrades est très original. Et en plus, côté réalisation, c'est plutôt bon. L'épisode 9 est l'un de ceux que j'aime le moins. Déjà, je suis pas forcément fan de la version manga, mais là, le faire tenir en un seul épisode, c'est vite expédié. Pour moi, ça reste le moins bon de la série. Enfin, Galaxy Knight suit, comme c'est étrange, le manga à la lettre. Ce que je peux en dire globalement, c'est que tout ça est absolument fidèle à l'œuvre de Terasawa. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est soigné graphiquement, mais c'est vrai que c'est assez inégal sur l'animation avec parfois un manque de rythme et des plans trop fixes. Les OAV sont bien mieux réussis techniquement, mais la série de 13 épisodes est de bonne facture également et scénaristiquement maîtrisée. Si vous aimez les histoires de Terasawa, vous ne pouvez pas être déçu. En ce qui me concerne, j'adhère scénaristiquement, je suis moins fan de l'animation, j'ai toujours ce petit faible pour les animés en cellule. Donc ce Cobra nouvelle version n'a pas plu à tout le monde. J'ai entendu pas mal de critiques, plutôt acerbes, notamment sur la série de 13 épisodes, et c'était important pour moi de revenir dessus car ce sont des critiques scénaristiques que j'ai du mal à comprendre pour certaines et qui me paraissent très contradictoires. Donc une fois n'est pas coutume, je vais être un peu long. En ce qui me concerne, je ne suis pas spécialement fan de ce type d'animation, c'est un peu trop lisse pour moi et cela manque de charme et parfois même de rythme. Mais côté construction narrative et histoire, c'est du pur Terasawa. Alors j'ai pas de souci avec les critiques, Au contraire, c'est important de donner son avis. Mais on ne peut pas descendre cette série en prétextant une insulte au travail de l'auteur. En outre, d'autres critiques nous expliquent qu'Harmanoid Lady est quasiment absente, ou encore que la personnalité de Cobra n'est pas respectée car il fait un peu trop figure de héros, alors que ce n'en est pas un. Voilà pour les critiques. Et celles-là, je ne les comprends pas. Donc, quelques explications et contre-arguments. Déjà, premier point, scénaristiquement, c'est du Terasawa. Ces histoires sont reprises à l'identique ou quasi. Prenons par exemple une critique qui revient souvent dans l'histoire de La Porte Dorée. À un moment, donc Cobra a une mini-aventure, il perd la mémoire. Bon, eh bien vous trouverez des gens qui vous diront qu'on s'en fout, que ça casse le rythme principal, que ça n'a aucun intérêt. Ouais, peut-être, sans doute. Ok. C'est vrai, la résolution de l'intrigue n'est pas directement menée. Mais rappelez-vous tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et notamment dans la partie manga. C'est ainsi que Terasawa construit ses aventures. Une trame générale, entrecoupée de mini-histoires. C'est son style. Critiquer ça, c'est critiquer la construction narrative de l'auteur. Et sans doute que vous n'y êtes pas habitué si vous ne connaissez Cobra que par la série des années 80. Un exemple, l'arc des sœurs tatouées. Dans la série des années 80, c'est l'aventure relative à l'arme absolue, la recherche des sœurs. Le scénario se déroule sur plusieurs épisodes, et dans le manga, il est entrecoupé d'autres histoires, et notamment celle des hommes épées qui ne viendra que plus tard dans le dessin animé. Second point, la présence d'Harmanoid, ou plutôt la non-présence d'Harmanoid. Effectivement, elle est beaucoup absente. Mais c'est le cas aussi dans le manga. Il y a beaucoup d'histoires dans le manga où l'on ne voit que Cobra. Certaines critiques se font une idée d'Harmanoid, car elle est présente dans la plupart des histoires de la série de 80, mais dans le manga, il y a plein d'histoires où elle n'est pas là. Et la série de 13 épisodes est adaptée des histoires où elle est principalement absente. Cela n'en fait pas de mauvaises histoires pour autant. Tiens d'ailleurs, pour rappel, elle est complètement inexistante dans l'arc narratif sur le Rock Ball. Vous allez pas me dire que cet arc est nul. Enfin, dernier point, Cobra qui n'est pas un héros. Bah si, Cobra c'est un héros. Il a un grand cœur, il est honnête, il est loyal et dans toutes ses histoires, il essaye d'aider et de sauver les gens. Voire même l'univers. Il ne l'avoue pas directement et feint souvent un intérêt personnel, mais c'est un héros avec un code d'honneur bien établi. Il s'affranchit certes des règles, il est autodidacte, il fait ce qu'il veut, mais ça reste
un héros. Et en plus, dans le manga, il est le personnage principal de l'arc narratif Les 6 héros. L'auteur le définit ainsi. Il y a des critiques qui se laissent abuser par le fait qu'il est atypique parmi les héros, à l'image de son auteur, le mouton noir des mangaka. Donc, je pense que lorsqu'on critique The Animation pour ces raisons, c'est qu'on n'a pas compris l'œuvre de Terasawa. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas La Porte Dorée, que vous trouvez le scénario tiré par les cheveux, ou incohérent, que ce n'est pas une bonne histoire, ou même que vous n'aimez pas l'insertion de mini-aventure, mais qu'on ne vienne surtout pas critiquer la série en s'improvisant défenseur de la philosophie de Cobra et de son auteur, que c'est irrespectueux de l'œuvre. C'est faux, c'est complètement respectueux de l'œuvre. Et pour ceux qui ont fait l'effort de lire les mangas d'origine, cela ne fera aucun doute. Ah oui, et pour conclure là-dessus, parce qu'il faut bien conclure, j'ai vu que l'une des histoires la plus critiquée, mais en même temps la plus aimée aussi par certains, mais je vais rester sur la critique. Donc l'histoire la plus critique pour sa qualité, c'est l'Ascension du Mont Mirage. Histoire qui est calquée complètement sur l'œuvre papier. Et ben sachez simplement que c'est l'une des histoires préférées de l'auteur. C'est indiqué dans le livre Aux frontières de l'imagination. Et personnellement, cette histoire, je la trouve géniale. En plus, je sais pas ce qu'il leur faut aux critiques. C'est un scénario à la Cobra dans la lignée de celui de l'épisode des 2 sergents, diffusé dans les années 80. On a une Armanoïde certes absente, mais où l'on découvre que tout ce que fait Cobra dans les 2 épisodes, c'est uniquement pour elle, ce qui renforce leur lien. Et enfin, on a un Cobra qui ne montre pas toujours ce comportement héroïque tant détesté. Dans ces 2 épisodes, il joue pour sa pomme. Essayez de lire le manga, celui d'origine, celui en noir et blanc, et regardez la série des 13 épisodes. Cela vous paraîtra peut-être un peu plus clair. Mais vous avez aussi le droit de ne pas aimer la série car vous n'aimez pas les histoires d'origine qu'elle adapte. Personnellement, je n'aime pas toutes les histoires de Cobra. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ou partagez, ou likez, c'est comme vous voulez. Salut tout le monde et bienvenue pour cette 4e partie autour de Cobra, où je vais vous présenter des objets dédiés à cette œuvre immense. Certains en ma possession, d'autres non, certains introuvables, et d'autres encore commercialisés. Et on commence par les bouquins. Des bouquins autour de Cobra, il y en a quand même eu quelques-uns. Citons déjà les 2 ouvrages généralistes édités par Izan Manga, super intéressants que j'ai en ma possession, Bushi Terasawa, Aux frontières de l'imagination. Le premier est sorti en 2018 et propose quelques textes sur Bushi Terasawa, ses œuvres avec beaucoup d'éléments intéressants sur Cobra, une intro au manga numérique et une galerie de dessins et divers croquis. En outre, le one-shot Sigma 45 est présent en fin de volume. À noter que l'auteur du site Cobra World, dont je souligne régulièrement l'excellent travail, a participé à la rédaction des textes. Le second, sorti en 2021, est beaucoup plus visuel, très peu de texte et beaucoup d'images avec énormément d'artworks autour de Cobra. 2 histoires agrémentent le volume, Daishiyo Aokonare, dont je vous ai déjà parlé, et la première version de l'épisode, L'Homme d'Or. Les 2 ouvrages sont vraiment magnifiques et je vous les conseille vivement. Terasawa a également sorti 2 artbooks autour des Cobra Girls, puis un 3e artbook plus diversifié sur l'univers de Cobra, avec des informations sur le Psychogun, le Turtle, les ennemis et quelques autres éléments fort sympathiques, sans oublier les belles femmes, bien évidemment. À mon grand désarroi, il y a surtout un ouvrage que j'aurais voulu avoir en version française, sorti en 2015, un ouvrage de 130 pages environ, comportant de nombreuses informations et fiches de personnages autour de notre héros. Il a été réédité en 2019 dans une version augmentée. Le premier jeu vidéo de Cobra, sorti en 1987, est français. Et oui, c'est l'œuvre de la société Loriciel, aujourd'hui disparue. Il est sorti sur Amstrad CPC et sur Thomson. On y découvre un Cobra issu de la race ancienne des Schtroumpfs, parce qu'il est tout bleu. Et il doit sauver la belle Schtroumpf Dominique, kidnappé par Salamandar. C'est un jeu d'aventure action. Le jeu est pas terrible, il a très mal vieilli, quand bien même les sprites sont plutôt bien identifiables. Vous êtes accompagné de Lady qui peut également tirer et qui copie-colle à peu près tous vos gestes en fait. C'est assez moche comme rendu, mais c'est ainsi. Le jeu est relativement rapide. À l'époque, il a été accueilli mollement. Il est considéré comme plutôt moyen. Loriciel sortira ensuite un second opus sur Atari, sobrement intitulé Cobra 2. Mais attendez une minute, c'est quoi cette jaquette? Faites un gros plan là pour voir. C'est incroyable. Il y a un Cobra avec un Psychogun qui ressemble à un crochet futuriste, une sorte de Robocop féminin, 3 bipodes issus de Star Wars, des trucs qui ressemblent à des coléoptères de Dune, c'est n'importe quoi. Donc le jeu sort sur Atari en 1989 et... Mais attendez une minute. Ouais, je sais, je me répète. Mais c'est le même jeu en fait. Là les escrocs. Allez, suivant. Bon, ça tombe bien, on reste en 1989 avec Cobra Kokurui Ono Desensu, développé sur PC Engine par Hudson Soft, la compagnie qui est derrière Bomberman, Bloody Roar ou encore les premiers Mario Party. Il adapte globalement l'histoire du roi dragon noir avec les espèces de requins à tête d'homme. Alors je ne l'ai pas trouvé en émulation celui-ci, mais le peu que j'ai vu me semble très linéaire et pas très compliqué avec des successions d'écrans fixes et des choix à faire. PC Engine oblige, il y a de belles images, mais la console ne tire pas pleinement avantage de ses capacités, notamment pour les musiques qui restent très fades. Hudson récidivera en 1991,
toujours sur PC Engine, avec un jeu similaire dans son game design. Cobra 2 Densetsu no Otoko, et si vous vous rappelez de ma première partie, j'ai déjà dit ces mots en japonais. C'est la légende de l'homme d'or. Sauf que ça reprend pas l'histoire du même nom, mais la saga des sœurs tatouées, allez savoir pourquoi. Hudson reviendra à la charge en 1994 sur Mega CD. Oh punaise, ils nous ont fait une loricielle là. C'est le même jeu que la légende de l'homme d'or. Bon allez, on les excuse puisque c'est une version pour les pauvres occidentaux que nous sommes. Encore qu'ils auraient pu nous l'épargner celle-là. En 1995 sort Aino Omoshachi, Space Gigolo, Red Cobra. Alors quand j'ai vu les mots Space, Gigolo, Red et Cobra, j'ai tout de suite pensé à notre blondinet au Psychogun. Bah pas du tout, c'est un jeu de tir et ça a rien à voir. Oh, ça va là? Je suis sûr que vous êtes fait avoir aussi comme moi dès que j'ai prononcé le titre. Bon allez, on passe à un vrai jeu Cobra. 1996, sort sur PS1, Space Adventure Cobra The Shooting. Un jeu de tir à la 3e personne. Ah, la bonne époque du passage à la 3D. Eh ben c'est super moche, hein, on s'en doutait. C'est réalisé avec les pieds, c'est réalisé par Takara et c'est nul. C'est basé sur la première histoire de la nouvelle série en couleur, The Psychogun. Mais oui, puisque ça sort à peu près en même temps. Sony nous sort ensuite toujours sur PS1 en 1998 2 volets dédiés à l'histoire Psychogun, mais c'est pas vraiment un jeu, c'est une sorte de manga qui défile devant vous, voilà, aucun intérêt, et Sony nous refera exactement le même coup l'année suivante avec Galaxy Knight. En 2001, SSI Tristar sort un jeu dont raffolent les japonais, un jeu de type typing, c'est-à-dire où il faut taper très vite au clavier les mots qu'on voit à l'écran. Eh ben, il y en a un sur Cobra. Voilà. C'est plutôt joli, mais c'est pas du tout le genre de jeu que j'affectionne. En 2005, on quitte nos salons pour aller sur arcade avec un rail shooter créé par Namco, dont le gameplay ressemble un peu à celui de Time Crisis, avec une pédale au pied pour se planquer et recharger. Et le jeu introduit le Psychogun qui peut même être amélioré. Il y a 4 modes de jeu et plusieurs missions. Il reprend globalement la trame des sœurs tatouées. Et puis après, on n'a plus rien parce que ce sont les seuls jeux Cobra. Et franchement, on n'est pas du tout aidé, c'est vraiment pas terrible. Bon, notez quand même qu'il apparaît dans le jeu Nintendo DS Jump Ultimate Star, mais c'est un personnage parmi plein d'autres comme Seiya, Goku, Ken, Jojo ou encore Muscleman. Je vous avais déjà parlé de ce jeu dans la rétro Hokuto no Ken. En revanche, on a eu le droit à tout un lot de bornes de type Pachislot ou Pachinko. Ces sortes de machines à sous dont je vous ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, cette fois-ci dédiée à Senseiya. C'est un genre, pas vraiment un jeu vidéo. Et puis il y a eu aussi des jeux électroniques. Hein. C'est sympa, mais il n'y a pas de quoi non plus être rassasié. Du coup, pour jouer à Cobra, je préfère vous parler de jeux de rôle. Des jeux de rôle Cobra, il y en a eu principalement 2. Un édité par Bandai que je ne connais pas du tout, et l'autre que j'ai réussi à me procurer en format PDF. Ce dernier est une initiative française qui existe en 2 ouvrages. Le premier est édité par Pulp Fever, qui a fermé, mais dont le catalogue a été repris par GameFoo, qui a publié le second ouvrage, avant de fermer aussi, et dont le catalogue a été repris par les éditions du Troisième Œil, qui existe encore, mais qui n'a pas réédité Cobra. Les 2 ouvrages sont aujourd'hui introuvables et sortis en édition limitée, surtout le second, et c'est bien dommage car ils valent vraiment le coup. Et étant rôliste, je vais pouvoir donner mon avis à la fois en tant que fan de Cobra et en tant que joueur de jeux de rôle. Déjà en tant que fan, je dois reconnaître que le travail est énorme, ils ont recomposé complètement l'univers 0 à partir des mangas et des différentes informations glanées dans des sources officielles, tout en perfectionnant certaines infos. Et d'ailleurs, je m'en suis servi en seconde partie de cette rétro pour faire l'histoire de l'univers 0. Il y a aussi un petit mot de Bushi Terasawa en introduction, ce qui adoube en quelque sorte le livre. Et cela fait de ce jeu de rôle une adaptation officielle et même canon. L'univers est parfaitement retranscrit, les différentes factions, les races, les planètes, tout y est. C'est vraiment un boulot de dingue. Et très franchement, au-delà même du jeu, l'ouvrage vaut le coup rien que pour la partie encyclopédique dantesque. Maintenant, en tant que rôliste, le jeu est plutôt pas mal avec une bonne prise en compte des spécificités de l'univers. Le système repose sur le jet d'un D66, c'est-à-dire en fait 2D6, entraînant un score de pourcentage de réussite allant de 11 à 66. Sachant que 66 c'est toujours un échec critique, c'est-à-dire que vous ratez l'action. Comme toujours, la première étape est de créer un personnage en choisissant sa race, son genre,
son job, et tout un tas d'autres choses. Les races de base sont au nombre de 16. Humains, comme Cobra, androïdes, comme Lady, guerriers Sodès, métamorphes, comme Dog Savalas, ou encore des canards. Ouais, des canards. On peut jouer Donald Duck. Chacune de ces races dispose d'avantages et de capacités particulières. Une fois que vous avez choisi votre race, vous devez répartir 15 points de génétique dans 5 attributs. Le punch, qui représente votre force et votre endurance, les réflexes, le charisme, qu'on appelle gueule pour les hommes et sex appeal pour les femmes, l'intelligence et la psyché, qui va être utilisée pour la magie en gros. Vous devez répartir ces points en tenant compte de votre race, le minimum étant de 0 et le maximum de 6. Sachant que vous pouvez avoir un chiffre négatif, si c'est justifié par un élément particulier. Par exemple, vous pouvez avoir moins 1 en physique parce que vous êtes manchot. Ensuite, le jeu vous permet de choisir votre genre, et ça c'est assez nouveau. Masculin, féminin, ça c'est classique, mais vous pouvez aussi choisir d'être intersexué ou asexué. Et enfin, vous déterminez votre parcours professionnel qui se caractérise par un ou plusieurs jobs. Il y a 5 niveaux de jobs, de 0 novice à 4 maître. Vous devez répartir 3 points de carrière dans un ou plusieurs jobs. Il existe une bonne vingtaine de jobs avec leurs caractéristiques propres, mais vous pouvez en rajouter. On retrouve par exemple l'archéologue, le contrebandier, le gigolo, le pilote, le pirate, le policier. Chacun peut avoir une ou plusieurs spécialités en fonction du niveau atteint dans le job. Il n'y a pas vraiment de compétences détaillées en fait. On part du principe qu'on a tout un tas de compétences propres au job. Par exemple, être policier suppose que vous savez analyser des indices. Donc vous avez cette compétence-là. Votre degré de compétence est symbolisé alors par votre niveau dans le job. Si vous avez une spécialité, vous avez un avantage supplémentaire dans vos compétences liées à votre job. Et ça se jouera au jet de dés, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis enfin, vous ajoutez un effet de style à votre personnage, comme fumer le cigare ou draguer les filles. Et là, vous êtes prêt à jouer. Le jeu met aussi en place un système particulier appelé Pulp. C'est votre potentiel héroïque qui vous permet de réaliser des prouesses extraordinaires, genre survivre à un coup mortel. Alors ça me fait penser un peu au point de destin de Warhammer, mais ici le jeu est beaucoup plus généreux sur le nombre de PP, les points Pulp. D'autant que vous les récupérez en fin de partie, mais c'est intelligemment traité pour éviter de faire de votre héros un être immortel. Ainsi, pour contrebalancer le dispositif, une autre règle est insérée, la mauvaise fortune. Elle représente les dangers qu'affrontent les héros et son score est calculé par le cumul de PP des joueurs, donc plus c'est élevé, plus vous allez en baver. De plus, obtenir un nouveau job nécessite l'utilisation d'un ou plusieurs PP qui eux sont alors perdus définitivement. Enfin, le jeu est plutôt létal pour les joueurs. Donc vous allez en avoir besoin de vos PP. Le jeu gère aussi la réputation, les courses-poursuites, le travail d'équipe, la fatigue, plein de trucs. Concernant le système, comme je le disais, on joue avec 2 D6, auxquels on rajoute la table delta et les cartes d'action et d'état. Le plus important donc c'est cette table delta. Vous lancez les dés pour mener une action et vous regardez sur la table si vous avez réussi. Je vous donne un exemple. Vous êtes un voleur de niveau pro et vous voulez crocheter une serrure. Compétence basée sur l'aptitude réflexe. Vous avez 4 en réflexe, dans le tableau vous voyez que vous devez réaliser un score de 44 ou moins. Pas de chance, vous faites 51. Mais là, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début ? On peut se spécialiser. Donc se spécialiser, ça donne un avantage particulier. En l'occurrence, si vous avez la spécialisation crochetage, vous pouvez faire ce qu'on appelle dans le jeu un volte-face. C'est-à-dire que vous pouvez inverser le 1 et le 5. Et donc, vous obtenez 15. Vous réussissez votre test. Notez que l'aptitude peut avoir un malus ou un bonus en fonction des circonstances. Et pour finir, sachez que faire 11 est toujours une réussite et 66 toujours un échec. En outre, le jeu prévoit également une gestion des pouvoirs psy et de la magie. Quant au supplément Rugball, il propose des règles additionnelles et notamment celles liées au sport éponyme ultra violent. Et c'est plutôt pas mal foutu. Pour conclure, je vous présente la fiche de Cobra. Et elle est particulièrement redoutable. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un très bon jeu qui arrive à transposer très fidèlement l'univers de Cobra au jeu de rôle sur table, et ça, c'est pas toujours facile à faire pour les produits à licence. Le jeu se veut à la fois simple, facile à comprendre et dynamique. Si vous aimez les jeux de plateau entre amis et Cobra, il est incontournable. Si vous n'aimez pas les jeux de rôle, il vaut le coup pour son aspect encyclopédique. Hélas, il est très dur à trouver. Et si vous n'aimez pas Cobra, je sais même pas pourquoi vous en êtes déjà à la 4ème vidéo en fait. Alors des figurines de Cobra, il en existe un petit paquet, et quelques-unes sont d'ailleurs sorties récemment ou sont en cours de l'être. Évidemment, dans les années 80, on a eu le droit aux produits dérivés sous marque Poppy, le Turtle qui peut prendre plusieurs formes et qui est super bien foutu, ou encore un Cobra qui a la particularité de s'illuminer. Plus récente, on peut également mentionner les figurines Figma, elles sont articulées et très bien réalisées, il existe Cobra évidemment, Crystal Bowie et Lady. Si vous cherchez une figurine non articulée à moindre frais, la marque Good Smile Company peut vous convenir. Cobra et Lady sont sortis, j'ai moi-même Cobra et il est plutôt bien réalisé, pour 60 €, ça fait le job. Et enfin, en résine, si vous avez les moyens, il y a des statuettes assez imposantes. Cartoon Kingdom nous a gratifié de 2 Cobras au format 1/6, l'une basée sur le Rugball et l'autre posant avec Dominique et son Airbike. Dans les deux cas, je ne suis clairement pas fan du travail réalisé sur la tête que je trouve assez raté, surtout sur la seconde. Alors j'ai lu quelque part que c'est justifié par le fait que c'est adapté du manga et non de l'animé. Ok, voyons voir ça.
La tête du manga, pas vraiment, peut-être le manga en couleur. Ouais, non plus, l'animé, effectivement, c'est pas l'animé. Non, franchement, autant le reste de la résine est vraiment sympa, autant la tête, moi ça me convient pas. Mais bon, après vous pouvez aimer le style, y a aucun souci là-dessus. Dans tout ça, celle que je préfère, c'est la statuette Rugball en version batte tendue vers le ciel et casque sur la tête. Là, celle-là, pour le coup, elle est pas mal. Même si je suis pas forcément fan du décor, mais en même temps, c'est fidèle au manga. Cela étant, s'il fallait en choisir une, je prendrais plutôt celle d'Oniri Création avec un cobra dynamique et une tête qui me convainc un peu plus. Il est accompagné par Lady dans une pose très combative sur la planète Zedos, puisque l'on peut voir au sol les restes d'un Sodes. Elle est également au format 1/6 et en plus elle est moins chère. Mais bon, Oniri, la livraison ça prend 1000 ans, d'ici là on sera arrivé à la naissance de Cobra. Je finirai cette rétro avec 3 objets qui m'ont marqué. Des goodies Cobra, il y en a eu des tas, des autocollants, des briquets, des vêtements, plein de trucs. Mais moi, ce qui m'a marqué au fil de mes recherches, c'est le rayon Delta, grandeur nature. Alors il y en a plusieurs versions, il est loin d'être parfait, mais j'adore l'idée. À part ça, quand j'étais petit, j'ai collectionné comme beaucoup d'entre vous, les cartes Panini, et on a eu le droit à un super album Cobra, avec une page centrale holographique du plus bel effet. J'étais vraiment comme un fou avec ça. Et là, je ne l'ai pas conservé et je ne suis en mesure de vous montrer que quelques pages aperçues sur le site Cobra World. Si vous souhaitez plus d'informations, encore une fois, visitez ce site, il est extraordinaire, il est excellent. Vous y trouverez également plein d'objets insolites autour de votre héros. Certains valent le détour véritablement. Enfin, je termine cette partie par l'un de mes derniers achats dans l'univers de Cobra, le vinyle. Il en existe plusieurs versions, celle de Wanyo Records qui comporte 3 disques de différentes couleurs et un booklet. Il existe aussi celle de Just for Games, c'est le même packaging. La différence étant que les 3 disques sont rouges. Et je préfère clairement cette version qui, frais de port compris, est en plus un peu moins chère que l'autre version. Et c'est celle-ci que j'ai achetée, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait un short sur le sujet. Je vous déconseille la version Kana, qui est certes la moins chère, mais qui est surtout très incomplète. Il y a seulement 16 pistes, alors que les 2 autres éditions en comportent 55. 2 fois moins cher pour 3 fois moins de contenu, ça vaut pas le coup. J'en ai fini avec cette 4ème partie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et ça motive aussi pour faire d'autres rétros. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière partie. En attendant, prenez soin de vous. Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie de la rétrospective Cobra dans laquelle je vais vous conter mes 2 histoires préférées avant de conclure avec une petite partie relative aux quelques différences entre le manga papier et le dessin animé des années 80. Le Rugball est l'histoire la plus populaire de Cobra, celle qui a boosté sa notoriété dans les années 80 et, selon l'auteur, c'était carrément un pari. En effet, dans une interview, Terasawa avoue avoir créé le mythique arc du Rugball suite à un challenge. Son entourage lui reprochait de ne savoir faire que de la SF et donc l'a mis au défi de réaliser un manga sur le sport. Ce à quoi Bushi répondit « Quoi, t'es pas content ? Paf, Rugball !» Et c'est là que nous, simples lecteurs, on remercie fortement son entourage. Dans cette histoire, la belle Dominique demande à Cobra d'intégrer une équipe de Rugball, un jeu mélangeant baseball et football américain, ultra dangereux afin d'obtenir des preuves sur un trafic de drogue géré par les pirates de l'espace. Cobra, sous le nom de Joe Gillian, se rend alors sur la planète Ral et fait la connaissance du responsable du stade local, Rand. Ce dernier met Joe à l'épreuve en lui demandant d'affronter l'un de ses meilleurs joueurs, et Joe, il balaie très rapidement le 10 joueur qui ne mérite même pas que l'on prononce son nom. Et là, on a la première différence avec la série. En effet, l'histoire est plus courte dans le manga et Cobra rejoint directement l'équipe première. Alors que dans le premier épisode de l'arc animé, Cobra passe d'abord un peu de son temps dans une équipe inférieure. Il donne ses premiers coups et rencontre l'un des frères des hommes oiseaux. Vu son tempérament, notre héros va quand même très vite se faire des ennemis. Forcément, c'est toujours le cas quand on a du talent. Et notamment, il aura fort à faire avec Gelt, la brute, au QI de moule de l'équipe première. Il rencontre la jolie Miranda qui va prendre des risques pour lui apporter les plans du stade afin d'accomplir sa mission. Mais Gelt, ce salaud, va tenter de tuer Cobra et c'est malheureusement la jolie danseuse qui en fera les frais et qui sera électrocutée en prenant sa douche. C'est la seconde différence avec l'animé. En effet, dans l'animé, Miranda ne meurt pas, elle est grièvement blessée. Du moins c'est ce que l'on déduit car Cobra parvient à la sauver alors que dans le manga, elle est bien carbo quand même. Plus tard, Ren met Cobra au défi en lui demandant de choisir n'importe quelle équipe de réserve pour affronter l'équipe première des Saxons Rouges. Notre héros fixe alors son attention sur la dernière équipe car il reconnaît un nom, celui d'un ancien ami, Zack. L'équipe ne comporte que 6 noms. Zack donc, un voleur qui se cache, Serombo,
un gros balèze, Léo, un super lanceur joueur de cartes, et les frères Oiseaux. Grâce à son ancien pote, Cobra arrive à convaincre les affreux à jouer pour lui, mais conscient de la supériorité de l'équipe première, il récupère des radios de leurs adversaires afin d'étudier leurs points faibles. Ils sont alors prêts à en découdre. On fait également la connaissance du chef de l'équipe 1, Dan. Lui aussi particulièrement redoutable, le match commence alors et contre toute attente, l'équipe de Joe Gillian tient la cadence et met en difficulté les favoris. Mais les Saxons rouges vont reprendre l'avantage du nombre grâce à Gelt qui va tuer l'un des frères Oiseaux. Cobra se chargera alors définitivement de la brute en le terrassant juste avant la mi-temps. À la pause, Rand se rend auprès de Cobra pour lui demander en toute amitié de perdre le match. Parce que bon, c'est sympa comme affrontement, mais l'équipe 1 ne doit absolument pas perdre, évidemment. Sauf que visiblement, Cobra n'est pas de cet avis, et dès la reprise, il fracasse un autre joueur. Ce qui est une jolie réponse au méchant Rand, qui riposte en demandant à Sega de dégommer notre blondinet au cigare. KO, Joe Gillian est alors évacué sur civière et ses potes commencent à dérouiller sévère. Mais l'histoire n'est pas terminée car c'était une ruse. Cobra a feint son KO pour chercher les preuves du trafic de drogue. Et oui, parce que vous avez complètement oublié que le trafic de drogue c'était l'enjeu de cette histoire, vu que vous étiez subjugué par ce super match de rugby, comme les protagonistes de l'histoire d'ailleurs. Du coup, Joe est libre d'aller où il veut, mais il suit le match dans son oreillette. Il finit par trouver les preuves et retourne sur le stade. Hélas, il est démasqué et des tireurs d'élite sont prêts à l'abattre. De son côté, Dominic s'organise et demande une intervention de la police intergalactique sur la planète. Mais cette dernière, hélas, ne peut répondre à sa demande tant qu'elle ne disposera pas d'une preuve. Mais voilà, comment faire? Cobra ne peut sortir les preuves du stade et il va se faire tuer à la fin du match. Quel problème insoluble. C'est alors que toute la badassitude de notre Cobra refait surface, une ultime fois. Il prend sa batte et la lève bien haut au-dessus des gradins, indiquant un home run, c'est-à-dire qu'il annonce qu'il va envoyer la balle hors du terrain. Chose que personne n'a jamais réussi à faire, On n'est pas au baseball, Les terrains ici sont immenses. Et là, Dominic comprend tout. Cobra a planqué les preuves dans la balle et elle se précipite en dehors du stade. Évidemment, Cobra réussit son coup, sous le regard admiratif du capitaine de l'équipe 1. Et la police peut alors intervenir. Mais Ren, plutôt rancunier, tente alors de tuer Cobra avant que Dan n'intervienne. Et là, il y a une dernière différence avec le manga. En effet, dans la version papier, Ren se retrouve prisonnier et libère une créature ultra vorace cachée dans sa bague. Cobra finira par la détruire grâce à son psychogun qu'il n'avait pas assez utilisé à mon goût. Dans l'animé, par contre, l'histoire se termine à la fin du match. Ren est juste arrêté. Ainsi, avec cette histoire, Terasawa prouve qu'il est parfaitement capable d'écrire un manga sur le sport. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Pour cette histoire, faire le jeu des différences avec l'animé est facile, elle n'a jamais été adaptée, dans aucun des animés. Et pourtant, elle est vraiment chouette, c'est ma préférée. Dans cette histoire, Crystal Bowie est de retour et s'empare de la Blackstone, une pierre magique appartenant au dieu des ténèbres, Ahriman. Mais c'était sans compter sur Ahura Mazda, la déesse de la lumière, qui entre en contact avec Cobra par le biais d'un rêve et lui demande d'affronter Ahriman et de retrouver la Silverstone. Tout cela nous ramène à une vieille légende impliquant la création du monde gouverné par les deux entités citées. Donc Cobra et Lady trouvent la Silverstone, mais la pauvre Génoïde se retrouve transformée en statue, tandis qu'une statue déjà présente prend vie et libère un petit singe du nom de Sangoku, qui prend la fuite. Ahura se révèle alors à Cobra et lui demande de réunir les 6 héros de la légende pour affronter Ahriman qui possède Crystal Bowie et sauver Lady. En fait, Cobra il s'en fout, il veut affronter Crystal Bowie directement, il a pas le temps d'aller chercher les 6 héros, sauf que voilà, Crystal Bowie possédé par Ahriman, il est trop fort. Et notre héros est sauvé in extremis par Sangoku. Cobra se dit alors qu'il serait peut-être bien de suivre le plan de la déesse de la lumière, il part donc en quête des 6 héros. Et ça tombe bien, Goku est l'un d'entre eux. Comme par hasard. Bon, en même temps, avec un prénom pareil, il pouvait pas en être autrement. Et donc, avec Cobra, ils sont déjà 2 et partent en quête du 3e sur la planète Bengal grâce à la Silverstone, qui joue le rôle d'un radar. On enchaîne donc avec une mini-aventure où Cobra rencontre des guerriers montés sur dragons. Et dans la même logique que l'arc avec les guerriers épées, Cobra découvre que ce ne sont pas les guerriers les maîtres des lieux, mais les dragons, ces derniers utilisant des hommes pantins qui leur sont liés. Cobra fait alors la connaissance de Hawk, un guerrier sur dragon capable de déclencher des tempêtes et qui s'avère être un véritable humain, il est autonome. La guilde des pirates de l'espace débarque alors avec Ashura à sa tête, qui se fait finalement laminer. Nos 3 héros découvrent ensuite le vrai plan de Crystal Bowie qui veut déclarer la guerre à tout l'univers. Puis Cobra tombe malade et c'est Goku et Hawk qui se chargent de trouver le 4e héros. Toutefois, c'est quand même notre grand malade, Cobra, qui rencontre Misty,
qui lutte alors contre la guilde des pirates. Misty qui s'avère être le 4e héros, enfin la héroïne, capable de maîtriser l'électricité. Goku et Hawk qui servent à rien dans cette histoire sont alors faits prisonniers par les pirates de l'espace, et puis Misty pareil, et c'est le mec malade du début de l'histoire, oui Cobra, qui sauve tout le monde. Ensuite Cobra part à la recherche du capitaine Dobson avec Misty. Comme d'habitude, ce n'est jamais simple avec Terasawa, et c'est l'occasion d'introduire une mini-histoire dans laquelle nos amis retrouvent Dobson en lutte contre la terrible sorcière Zora, qui appartient à la guilde des pirates de l'espace. S'ensuit une série de combats aussi bien sur bateau que sous l'eau, et Cobra réussit à vaincre Zora grâce à son Psychogun et le pouvoir du froid du capitaine Dobson. Plus qu'un guerrier à trouver donc, et c'est à ce moment-là que le hasard du scénario nous dévoile que le 6e héros n'est autre que Lady. Du coup, retour à la case départ, mais le terrible Crystal Bowie est déjà sur place. Un combat général s'engage entre les factions en place et Cobra se retrouve confronté à sa némésis, la plus redoutable, qui prend vite le dessus. C'est à ce moment-là que Lady se dépétrifie pour porter secours à son amoureux, mettant en fuite Crystal Bowie, et nos héros le pourchassent dans l'espace jusqu'à accoster son vaisseau grâce au Turtle. Le combat se poursuit alors à l'intérieur du vaisseau de la guilde des pirates, chaque héros va combattre de son côté, et Lady va affronter une sorte de double qui n'est autre qu'Ashura, ressuscité. Mais bon, il ne fait pas le poids face à la gynoïde. Quant à Cobra, il affronte Crystal Bowie pour la énième fois. Le combat est terrible jusqu'à ce que les deux pierres fusionnent et tout le monde retrouve son aspect du passé. Cobra récupère ses beaux cheveux longs, Lady redevient la belle Esmeralda, et Crystal Bowie le terrible guerrier à la hache. Celui-là même, qui a tranché le bras gauche de notre héros. Et l'histoire se répète. Bras coupé, guerrier à la hache tué, Cobra sort victorieux, mais il a un bras en moins. Les puissances des deux pierres deviennent incontrôlables, et Cobra finira par les séparer non sans mal, sauvant ainsi l'univers. Crystal Bowie est alors définitivement vaincu. Alors cette histoire n'est pas exempte de tout reproche, mais elle symbolise la construction narrative et l'univers de Terasawa. Un fil rouge parsemé de plusieurs histoires, un Cobra plus héroïque que jamais, qui sauve l'univers, des planètes aussi diverses que variées, une histoire donc que j'adore particulièrement, et qui hélas n'a jamais été adaptée en animé, et c'est bien dommage. Des différences entre l'animé et le manga, il y en a pas mal, et mon idée était de vous en présenter les principales. Cela étant, j'exclus volontairement les histoires non adaptées, et celles que j'ai évoquées dans mon résumé du Rug Ball. C'est parti. La plus marquante des différences, pour moi, est le sort de Dominique, et je commencerai donc par celle-ci. Dans le manga et dans l'animé, elle se fait normalement tuer par la guilde des pirates. Et puis plus tard, dans l'animé, Cobra rencontre une certaine Muriel, grande prêtresse dans l'arc Salamandar. Et il s'avère que cette prêtresse est en réalité Dominique, censée être tuée par Salamandar, ce qui permet un happy end à la série. C'est l'épisode 31. C'est toi, Dominique ? Essaie d'être un peu sérieux, Cobra. Dans le manga, la prêtresse que rencontre Cobra s'appelle Mirail Jude, et elle ne ressemble absolument pas à Dominique. Toutefois, Cobra rencontrera plus tard une certaine secrète, membre de la police intergalactique, qu'on ne voit pas dans l'animé des années 80, pour la simple et bonne raison que les histoires où elle apparaît n'ont pas été adaptées. Et c'est elle qui ressemble fortement à Dominique. Cela étant, le manga n'a jamais levé cette intrigue. Et pour nous, pauvres mortels, il était annoncé que le dernier manga de Terasawa, Over the Rainbow, devait lever le doute sur Dominique Secret. Quelques histoires interviennent dans un ordre différent de celui du manga. Par exemple, le secret du Psychogun est adapté dans le 2e épisode, alors qu'il intervient après plusieurs histoires dans le manga. C'est l'épisode où l'on apprend le fonctionnement du Psychogun, et c'est plutôt pas mal qu'il arrive plus tôt. On peut dire la même chose de l'excellent épisode relatif aux Sodes, les hommes épées. Dans le manga, l'histoire est une péripétie au sein de l'arc narratif relatif aux sœurs tatouées, et Dominique est présente. Dans l'animé, l'histoire est plus longue, et elle se déroule juste après le Rug Ball, et il n'y a pas de Dominique. Pareil pour l'épisode Les Zombos, qui adapte l'histoire à l'invité des profondeurs. Dans le manga, cela se déroule avant le Rug Ball, après dans l'animé. La planète du tonnerre est une histoire que j'aime beaucoup, notamment pour sa conclusion. Dans cette histoire, Cobra est aidé par son ami Vega, Torno dans le manga, pour voler un joyau dans un musée. Dans l'animé, c'est l'inverse, c'est Cobra qui aide Torno à voler ce joyau pour redonner courage à son peuple face aux terribles pirates de l'espace. Alors pour eux c'est tout simple, après l'arc Salamandar, on ne les voit plus dans le manga, alors que dans le dessin animé, ils sont tous les deux tués par les pirates de l'espace. Dans l'animé, Sandra garde son rôle de méchante alors que c'est une gentille dans le film. Mais lorsqu'elle découvre l'arme absolue, elle se transforme également et devient une géante. Dans le manga, elle garde sa taille.
Dans cette histoire, Crystal Bowie est de retour, qui est le vrai vilain du manga, en lieu et place de Reed. Par ailleurs, le rôle de Lady est un peu plus conséquent, à notre grand bonheur, puisqu'elle devra combattre les pirates de l'espace, pendant que Cobra est hors course. Pour moi, ce sont les plus grandes différences, alors il y en a d'autres, hein. Notez que dans l'édition Black Box contenant les 12 volumes du manga d'origine, seuls les 5 premiers volumes ont été adaptés à la télévision pour 31 épisodes, sans aucun épisode filler. Dommage que j'en ai pas connu la suite, mais comme je vous l'ai dit, si Cobra est aujourd'hui cultissime, force est de constater qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait en son temps. Et c'est bien dommage tellement le héros et le potentiel de l'univers dans lequel il évolue sont immenses. Mais bon, c'est ainsi et il restera, pour moi, l'un des héros que je préfère. L'un des plus charismatiques, l'un des plus touchants et l'un des plus sympathiques. Je conclus cette rétro avec une pensée pour Bushi Terasawa, un manga atypique qui nous a émerveillés avec ses histoires et son imagination de dingue. Et Cobra, sans Bushi, cela ne peut pas être Cobra. Donc ce sera mon mot de la fin. J'espère que personne n'aura l'idée farfelue de continuer Cobra sans lui, qu'on en reste à ce qui existe. J'en ai fini avec la rétro Cobra, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. En attendant, prenez soin de vous.